Masechet Yevamot, Daf Lamed He Amud Bet, on va commencer Perek Revi'i, mais on fera Lamed He et Lamed Vav, puisque c'est un seul bloc. Lamed He Amud Bet et Lamed Vav Amud Aleph. La Mishnah. החולץ לאיבמתו ונמצאת מעוברת וילדה. בזמן שהוולד של קיימה הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה. אין הוולד של קיימה הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה. On connaît la règle. Lorsqu'un homme est décédé et il n'avait pas de progéniture, alors sa femme, la veuve, doit faire iboum avec son frère. Soit iboum, soit halitza. S'ils le souhaitent, eh bien, ils vont faire iboum, ils vont se marier. S'ils refusent, alors ils vont procéder à la halitza. Normalement, que ce soit le iboum ou la halitza, on va faire cette opération qu'après 3 mois depuis la mort du défunt. Pourquoi il faut attendre 3 mois? Parce que il se peut que cette femme est tombée enceinte de son mari juste avant sa mort. Et si maintenant elle est enceinte, on ne le saura pas qu'après 3 mois. Après 90 jours, elle a du ventre. Ça s'appelle Nikar Haroubar. Maintenant, on peut distinguer le fœtus, on peut constater la grossesse. Mais, maintenant, quel est le din? S'ils n'ont pas eu la patience, ils n'ont pas attendu, ils ont fait halitza pendant les 3 mois, par exemple, après 1 mois ou 2 mois depuis la mort du défunt. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la halitza, voilà que, pam, après 3 mois, qu'est-ce qu'on voit? Elle est enceinte. Alors maintenant, est-ce que cette halitza s'appelle halitza ou ça ne s'appelle pas halitza? Quel est l'intérêt? L'intérêt est le suivant. Hachamim ont institué 2 choses par rapport à la halitza. Premièrement, c'est qu'une femme haloutza ne peut pas se marier avec un Kohen. Normalement, une veuve classique, elle peut épouser un Kohen, mais si elle a fait la halitza, elle s'appelle haloutza, asura les Kohen hediot. Elle est interdite. C'est une gzera de Hachamim, car si tu permets une haloutza, la Kohen hediot, il peut se permettre de se marier aussi avec une grusha. Bien que la Gemara plus haut ait cité un pasouk comme remez, comme quoi une haloutza, elle est interdite au Kohen Hediot, c'est que une asmarta be'alma, c'est juste une allusion. Be'emet le issour, il n'est pas minatora. Ce qui est assour minatora, c'est que gerusha. Ve'isha, gerusha, mais isha lo ikahu. Mais haloutza, comme ça ressemble à la gerusha, c'est pour ça que Hachamim ont interdit. Mais quand est-ce que elle est interdite, cette haloutza? C'est seulement si la halitza avait un statut halachique de halitza. Mais si elle a fait une halitza qui n'était pas nécessaire, qui ne devait pas avoir lieu, alors cette halitza ne s'appelle pas halitza, et donc elle n'est pas haloutza, et donc elle est permise au Kohen. Dans quel cas, par exemple, on a une halitza qui n'a pas de statut de halitza, et elle n'est pas interdite au Kohen? Dans quel cas? Voici le cas. Imaginons qu'elle a fait la halitza. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Après, voilà qu'on s'aperçoit qu'elle était enceinte. Et elle a donné naissance à un bébé. Et un enfant qui était absolument viable. Donc automatiquement, le hiboum ne devait pas avoir lieu. Pourquoi? Car la Torah dit ki yeshu achim yahdav ou met ahad mehem ou ben enlo. Quand est-ce qu'il faut faire iboum? C'est seulement s'il n'a pas d'enfant. Mais maintenant que cette femme, elle était enceinte de son ex-mari et elle a donné naissance à un bébé, alors elle ne devait pas faire iboum. Si elle ne devait pas faire iboum, alors la halitza n'a aucun sens. Si la halitza n'a aucun sens, alors elle ne s'appelle pas haloutza. Si elle ne s'appelle pas haloutza, elle est permise au Kohen. C'est une veuve normale. Une veuve normale, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen gadol, mais elle a le droit de se marier avec un Kohen hédiot. Eh bien, c'est une veuve normale. Également, quelle est la deuxième incidence de ce statut de haloutza ou pas? C'est que la Torah nous interdit de se marier avec les crovotes de son épouse. Par exemple, un homme, quand il se marie avec une femme, après, il n'a plus le droit de se marier avec la sœur de cette femme.
Il n'a plus le droit de se marier avec la mère de cette femme ou avec la fille de cette femme. Ça s'appelle les krovotes, n'est-ce pas? Il y a aussi Hamoto et ainsi de suite. Bekitsour, il y a des harayot qui sont liés au mariage. Dès que la personne se marie avec une femme, toutes les krovotes de sa femme sont interdites. Alors maintenant, les hachamim ont dit que même les krovotes de sa haloutza sont interdites. Quand quelqu'un il fait une halitza avec sa belle-sœur, alors la sœur de sa belle-sœur, la mère de sa belle-sœur, la fille de sa belle-sœur sont interdites. Ça s'appelle kerovot halutzato. C'est à Sourmi des Rabanan parce que ça ressemble à krovot ishto. Mais cette takana de Hachamim, elle n'a lieu d'être que si la halitza, elle était nécessaire, que si la halitza, elle était halachique. Mais si quelqu'un il a fait une halitza comme ça, stam, qui n'avait pas lieu d'être, donc elle ne s'appelle pas halutza. Si elle ne s'appelle pas halutza, alors ces krovotes ne sont pas interdites. Il a le droit de se marier avec sa sœur, il a le droit de se marier avec sa mère, avec la fille de cette halutza, puisque il n'y a pas d'interdiction. Vehi moteret bikrovav. Également, elle a le droit de se marier avec ses krovim. En fait, c'est quoi ces krovim? Il y a dans tous ces krovim, avec la seule personne avec laquelle elle va pouvoir se marier, c'est ni avec son père à lui, parce que son père à lui, c'est le père de son ex-mari, donc c'est sûr qu'elle ne peut pas. Son fils à lui, non plus, elle ne peut pas se marier avec son fils à lui, parce que elle, c'est sa tante, c'est-à-dire c'est la femme de son oncle, n'a pas le droit. Hervat, Eshet Ahi Avicha Lot Egalé, donc elle n'a pas le droit. Ici, la seule personne avec qui elle pourra se marier, si elle n'est pas considérée Halutza, c'est son demi-frère maternel. C'est-à-dire que... Son père, il a épousé une autre femme, Voilà, exactement. Elle est la femme de son demi-frère paternel. Elle pourra se marier avec son demi-frère maternel. Ils n'ont pas de kécher. Mais si elle s'appelle Halutzato, elle n'aura pas le droit de se marier avec ce demi-frère maternel. C'est ça l'incidence. Je ferme la parenthèse pour dire, voilà les deux conséquences. Première conséquence, si elle s'appelle Halutza, elle n'a pas le droit de se marier avec ses krovim, et lui n'a pas le droit de se marier avec ses krovot. Deuxième conséquence, c'est que si elle s'appelle Halutza, alors elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Dans quel cas la Halitza ne s'appelle pas Halitza? C'est dans le cas où ils ont fait une Halitza lorsqu'ils ne savaient pas qu'elle était enceinte. Et après ça, on a vu qu'elle était enceinte. Elle a enfanté un Vlad Ben Kayama. Elle a enfanté un bébé normal qui est viable. Donc, puisque elle a enfanté un bébé, ça fait que le frère qui est mort, il avait un fils. Il avait un Zera. Donc, il n'y a pas de hiboum. S'il n'y a pas de hiboum à faire, il n'y a pas de Halitza à faire. Alors, même si elle a fait Halitza, c'est une erreur. Cette Halitza, elle ne s'appelle pas Halitza. Donc, si elle n'est pas Halitza, Hu mutar bikrovotea muteret bikrova velo pesala mina keuna. Il n'a pas disqualifié pour se marier avec un Kohen. On va relire ça dans les mots. Celui qui a fait le Halitza avec la Yebama, il s'est avéré qu'elle était enceinte. Veyalda. Et ensuite, elle a donné naissance à un petit. Maintenant, quand on dit qu'elle a donné naissance à un petit, ça peut être deux cas de figure. Soit Ben Kayama, soit Lo Ben Kayama. Si Ben Kayama, ça veut dire c'est un bébé normal, qui est viable. Lo Ben Kayama, c'est une fausse couche. Un bébé qui n'est pas viable. Bisman she'avalad shel Kayama, si le bébé auquel elle a donné naissance, il est viable, alors, la Halitza, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que ça s'appelle Halitza, oui ou non? S'il est viable, non, ouais. C'est pas bon. Bravo. La Halitza ne s'appelle pas Halitza. Pourquoi? Parce que puisqu'elle a donné naissance à un bébé, donc il ne fallait pas faire iboum, alors la Halitza, elle ne sert à rien. Hu mutar bikrovotea, vehi muteret bikrovav, velo pesala mina keuna. Maintenant, deuxième hypothèse, en avalad shel kayama. Si elle a fait une fausse couche, elle a avorté, alors dans ce cas-là, ce bébé, il n'y a pas eu de descendance.
ce bébé n'est pas né. C'est une fausse couche. C'est une fausse couche. Donc ça veut dire que le frère, il est mort et il n'a pas d'enfant. S'il n'a pas d'enfant, donc la halitza, elle est valable, elle est valide. En avalad shel kayama, alors puisque la halitza est une bonne halitza, elle, qu'est-ce qu'elle s'appelle? Halutzato. Alors, puisqu'il n'a pas le droit de se marier avec les krovotes de sa halutzato, c'est pour cela que la Mishnah va dire Hu asur bikrovoteha, vehi asura bikrovav, upsalah minakeuna. Et elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle a fait halitza, et la halitza, elle était valide. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah va nous parler du même contexte à une seule différence. C'est qu'avant, on avait parlé d'une halitza qui a été faite avec une personne, avec une femme. Il n'a pas attendu 90 jours. Il n'a pas attendu 3 mois pour voir qu'elle est enceinte. Il a fait halitza. Alors là, on dit, soit c'est une halitza valide, soit invalide. Mais maintenant, on va nous parler d'un homme qui a fait quelque chose de très grave. Il a fait yiboum. Pas halitza. Il a fait yiboum. Quand? 1 mois ou 2 mois après la mort de son frère. Normalement, il aurait dû attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Il n'a pas attendu. Ils ont fait yiboum. Hakones et yibamto. Kones, ça veut dire qu'il a fait rentrer chez lui, dans son foyer. Il a fait rentrer chez lui, il a eu une relation avec elle pour faire le yiboum. Venimtset me'uberet. Et il s'est avéré catastrophe. Elle est me'uberet. Elle est enceinte. 2 hypothèses. Soit c'est très grave ce qu'il a fait, soit il a eu de la chance et ce n'est pas très grave. Dans quel cas c'est très grave? Si elle donne naissance à un bébé viable, un bébé normal. Alors ça veut dire que quoi? Que son frère, il avait un enfant. Et si son frère a eu un enfant, il n'a pas le droit de faire hiboum. Il n'a pas le droit de faire hiboum, c'est Issour Karet, Issour Eshet Ah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devoir apporter? Korban Hatat. Parce que c'est Béchogeg. Béchogeg, il ne savait pas qu'elle était enceinte. Les deux, ils doivent apporter un Korban Hatat. Alors on va dire Hakones et Yebamto, Venimtset Me'oberet Veyalda. Bizman Shavalad Shel Kayama, si le valad il est Shel Kayama, ça veut dire qu'il est viable. Donc Yotzi, tout de suite, il doit la libérer, cette femme, c'est-à-dire il n'a même pas besoin de guette. Il dit, allez, pars, ils n'ont pas le droit de rester ensemble. Pourquoi il n'a pas besoin de guette? Parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Le hiboum, ce n'était pas un hiboum, puisqu'elle avait un fils. Donc ça fait que c'était Sourechet Ah, Bichlal, En Kiddushin, Tofsin, Behayavi Kritut. Behayavin, Bekorban, ils doivent apporter un Korban Hatat pour la Avera qu'ils ont fait Béchogek. Maintenant, s'il a eu de la chance, alors elle a fait une fausse couche. Ve'im en avalad shel kayama. Et si elle n'a pas donné naissance à un bébé normal, elle a fait une fausse couche. En avalad shel kayama. Alors là, il a eu de la chance. Pourquoi? Parce que quand il a eu une relation avec elle, il a eu une relation avec une femme qui n'a pas eu d'enfant. Et donc son frère, quand il est mort, il n'a pas eu de descendance. Et quand il n'y a pas de descendance, il faut faire hiboum. Eh bien voilà, il a fait hiboum. Seulement, il a pris un risque. Parce qu'à ce moment-là, quand il a fait hiboum avec elle, peut-être qu'elle est enceinte. Avant la date. Avant la date. Et maintenant, si elle a fait une fausse couche, eh bien, dans ce cas-là, on dit Yekayem. C'est quoi Yekayem? Il peut rester avec elle. Il peut rester avec elle. Maintenant, la Mishnah termine avec un nouveau cas. Safek ben Tish'a la Rishon. Safek ben Shiv'a la Aharon. Yotzi ve'avalad kasher ve'hayavim ve'asham talouy. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, il a fait hiboum, il a eu une relation avec la Yébama 2 mois après la mort de son frère. 7 mois plus tard, elle a accouché un bébé. Maintenant, ils ont un safek. Ce bébé, d'où il vient? Est-ce que c'est un bébé du premier frère qui est mort? Et donc, il faut compter 9 mois, c'est-à-dire, elle était déjà enceinte 2 mois plus tôt.
Pourquoi attendre 9 mois? Pourquoi dans le 3 mois on le voit? Non, mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que après 7 mois, elle a accouché. On sait qu'il existe 2 sortes de grossesse. Il y a une grossesse précoce et une grossesse à terme normale. La grossesse normale, c'est 9 mois. Mais celle qui accouche prématurément, mais ce n'est pas un problème, une femme, il y a des femmes qui sont précoces. Elles accouchent après 7 mois. Même 6 mois et un jour, ça s'appelle déjà, elle est rentrée dans le 7e. Ah oui. Alors, donc de ce fait, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, elle a accouché 7 mois après qu'ils ont fait Iboum. Ça veut dire que le frère est mort, et ils ont fait Iboum tout de suite le lendemain, par exemple. Excusez-moi, pardon. Ma question, comment ça se fait? Une seconde, Mechila. Elle a fait, exactement, il est mort, le lendemain, au lieu d'attendre 3 mois, ils ont fait Iboum. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ce qui s'est passé, c'est que 7 mois plus tard, elle a donné naissance à un bébé. Si 7 mois plus tard, elle a donné naissance à un bébé, on sait pas alors 2 possibilités. Soit c'est le bébé qui appartient au premier mari, et donc c'est Benti Sha'a la Rishon. Ça veut dire qu'elle était déjà enceinte depuis 2 mois, et ce qui fait que le 9e mois, elle a donné naissance. Soit je dis que non, qu'elle est tombée enceinte du 2e mari. Alors maintenant, ça fait que s'il appartient au premier mari, Yosef. alors Yotzi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit d'être avec elle. Parce que normalement, le premier mari, il a eu un enfant. S'il a eu un enfant, il ne fallait pas faire Iboum. S'il a fait Iboum avec elle, c'est Issur Reshet Ah. Et donc il n'a pas le droit de rester avec elle. Mais d'autre part, il faut donner le guet. Pourquoi? Parce que peut-être que ce bébé n'est pas du premier frère. Peut-être que c'est son bébé à lui et qu'il est né le 7e mois. Et dans ce cas-là, le hiboum, il est valable. Alors, puisqu'on ne sait pas, il faut être mahmir. On est mahmir des 2 côtés. D'une part, on est mahmir que quoi? Qui ne restent pas ensemble. Yotzi. Et d'autre part, il faut donner le guet. C'est pas comme dans le Yotzi d'avant. Le Yotzi d'avant, Bichlal, il n'avait pas besoin de donner un guet. Il n'y a pas de guet puisqu'il n'y a pas de Kiddushin. Mais là, ici, c'est un Safek. Safek ben Tish'a la Rishon, Safek ben Shiv'a la Haron. Étant donné qu'on a un Safek, Yotzi, mi Safek, mais il faut donner un guet. Vea Valad, Kacher. Pourquoi le Valad, il n'est pas Mamzer? Pourquoi on ne dit pas que le Valad, il est Safek Mamzer? Puisqu'il a été peut-être avec une Eshet Ah. Rachidi, Miman Afshar. Rachidi, d'une manière ou d'une autre, le Valad, il est Kacher. Pourquoi? Ce petit bébé, soit il est le fils de son père. Il est fils de son père, ça c'est sûr. Non, soit il est le fils du premier mari, soit il est le fils du 2e mari. S'il est du premier mari, il est Kacher. S'il est le fils du 2e mari, c'est aussi Kacher. Parce que si le premier n'avait pas d'enfant, donc il fallait faire Iboum. S'il fallait faire Iboum, alors le Iboum il est valable. Donc l'enfant il est Kacher. Mais peut-être c'est au premier, donc le deuxième père c'est pas bon. Oui, mais si le bébé, le bébé il est du premier, le bébé il n'est pas mamzer. Donc le bébé il est toujours Kacher. Vehayavim ve'asham taloui. Et les 2 ils doivent apporter Hacham Taloui. Ils ne savaient pas. Parce que toutes les avérotes de Karet, Bémézid, si on fait Bémézid, Hayab Karet, Beshogeg, Hayab Hatat. Et si c'est Safek Hatat, ça Safek, alors on apporte Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est un Hacham en suspens. C'est le Hacham qu'on apporte pour les cas de figure, justement, où on a un Safek, est-ce que la personne elle a fait la Avera, oui ou non? Alors, juste pour revenir au cas de figure, on avait dit, par exemple, ils ont une relation le lendemain de la mort, par exemple. Alors, j'ai dit à ce moment-là, si elle a accouché 7 mois plus tard, alors on a un doute. Peut-être qu'il est né, ce bébé, du 2e mari, soit il est le fils du premier mari. Ben Tish'a la Rishon ou Ben Shiv'a la Haron. On peut aussi imaginer qu'ils ont une relation 2 mois après, 2 mois après la mort. Ce que vous venez de dire. Pareil. 2 mois après la mort,
À ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Et pour le deuxième père. Elle a accouché combien de temps après? 7 mois après. Alors dans ce cas-là, ça fait 9 mois. Elle a accouché 7 mois après la mort de... Imaginons par exemple, elle est tombée enceinte un jour avant la mort de son mari. D'accord? Elle était avec son premier mari. Son premier mari, ils étaient ensemble. Après ça, il a eu un accident, il est mort. Donc, le lendemain. Avec Après ça, 2 mois plus tard, elle est partie avec l'autre. 2 mois plus tard, c'est la même chose. Je peux dire qu'elle est tombée enceinte un jour, elle est tombée enceinte du premier mari un jour avant sa mort. Et donc ça fait 9 mois. Ou bien je peux dire que non, elle est tombée enceinte 2 mois après, quand elle a été avec son nouveau mari. Oui, et là, septième. et donc c'est le 7e. Puisqu'on a un safek, alors il y a les halachot qu'on vient de voir. Yotzi, ve'avalat kasher, ve'hayavim ve'asham talouy. Ça, c'est la fin de la Mishnah. Gemara. Itmar. Il a été enseigné au Beth Midrash une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de halitza avec une femme enceinte. Hacholetz lim'uberet vehipila. Voilà le cas duquel on parlait Rabbi Yochanan et Rish Lakish, où ils sont en mahloket. Quel est le din si un homme a fait halitza avec une femme enceinte? C'est-à-dire, la veuve, elle était enceinte, et lui, il a fait halitza. Le Yabam a fait halitza avec elle. Mais on peut pas. Et ensuite, vehipila. C'est-à-dire, elle a eu une fausse couche. Faire halitza, il n'y a pas de avera. En soi, faire halitza avec la femme enceinte, bien que normalement, il faut attendre, ils n'ont pas attendu. Ils étaient impatients. Et ils ont fait halitza. Est-ce qu'ils ont fait une avera? Il n'y a pas de avera. Il va avec elle, Avera. Mais il n'a pas été avec elle, il était holetz. Holetz, c'est lui enlever la chaussure. Seulement. C'est tout. Alors maintenant, cette halitza-là, avec la merouberet, et cette merouberet, hipila, elle était enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Alors maintenant, quelle est la mahloket? Regardez la mahloket. Rabbi Yochanan Amar, ena tzricha halitza mina ahim. Rish Lakish Amar, tzricha halitza mina ahim. C'est-à-dire, on sait que, normalement, lorsque la femme n'a pas fait halitza, elle n'a pas le droit d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Elle doit attendre le yabam, elle doit attendre le hiboum. Soit le yabam le souhaite, il fait hiboum, soit le yabam ne veut pas, il fait halitza. En attendant, elle a une interdiction formelle d'aller se remarier avec un étranger. On la prend du pasouk, Lotihye eshetamet achutza le ishzar, yebama yavo alea. Alors, maintenant la question se pose. Eux, ils ont fait halitza. Le Yabam, avec la Yebama, ils ont fait halitza. Mais quand? Lorsqu'elle était enceinte. Ensuite, elle a fait une fausse couche. Puisqu'elle a fait une fausse couche, ça veut dire que le frère qui est mort n'a pas eu d'enfant. Puisqu'il n'a pas eu d'enfant, normalement, ils auraient dû faire Iboum ou halitza. Alors maintenant, voilà, ils ont fait halitza. Est-ce qu'elle peut aller maintenant se marier avec quelqu'un d'autre? Rabbi Yochanan dit oui. Ma'abaya. Elle a déjà fait la halitza avec le Yabam. Quel est le problème? Rish Lakish dit non. Elle n'a pas le droit d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle refasse halitza. Il faut qu'elle refasse halitza avec l'un des frères. Tzricha halitza mina ahim. Si elle ne refait pas une halitza après la fausse couche, la halitza qu'elle a faite quand elle était enceinte, elle est caduque. Elle est nulle et non avenue. C'est 0. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Quelle est la raison de Rish Lakish? La Gemara explique comme ça. Je répète la Gemara. Itmar, hacholetz lim'uberet vehipila Rabbi Yochanan Amar ena tzricha halitza mina achin. C'est bon, elle peut aller se marier librement. Rish Lakish Amar
Tzricha halitza minahim. Rish Lakish dit, elle n'est pas libre, cette femme. Elle n'a pas été libérée avec la halitza qu'elle a faite quand elle était enceinte. Quelle est la raison? Rabbi Yohanan Amar, ena tzricha halitza minahin, halitzat me'uberet, shma halitza, ubiat me'uberet, shma bi'a. Rish Lakish Amar, tzricha halitza minahin, halitzat me'uberet, lo shma halitza, ubiat me'uberet, lo shma bi'a. Rabbi Yohanan et Rish Lakish sont en mahloket à savoir quel est le statut d'une halitza ou d'une bi'a avec une femme enceinte. Quel est le statut de la femme enceinte? Faire une halitza avec elle ou une bi'a avec elle, est-ce que ça marche ou pas? Rabbi Yohanan dit oui, ça marche, et Rish Lakish dit ça marche pas. Bemai kamefalge, quel est l'objet de leur mahloket? Quelle est la raison de chacun? La Gemara nous dit Ibaitima kra, veibaitima svara. On peut dire que Rabbi Yohanan et Rish Lakish sont en mahloket par rapport à un pasouk, soit ils sont en mahloket par rapport à la svara, à une logique. Et la Gemara commence par nous présenter la logique. Ibaitima svara. Rabbi Yohanan savar. Im yavo Eliyahu veyomar deha dei'abra mapule mapla. Milav bat halitza veibumi, hashtaname, tigale milta le mafreya. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yohanan te dit, pourquoi la halitza, elle serait pas bonne? Mais la halitza, elle est parfaite. Et même s'il y a eu, par exemple, une bi'a, alors ça s'appelle iboum. Pourquoi? Puisque finalement, elle a avorté. Puisque finalement, elle a fait une fausse couche. Si Eliyahu an-Navi était venu au début nous dire, tu vois, cette femme enceinte, elle va faire une fausse couche. S'il nous avait donné cette information depuis le début, alors qu'est-ce qu'on dirait? Cette femme, il faut qu'elle fasse iboum. Pourquoi? Le fœtus qu'elle a dans le ventre, c'est pas un bébé, c'est pas un zéra, c'est pas un ben. Eliyahu an-Navi te dit que elle va faire une fausse couche. Ça veut dire qu'il n'aura pas d'enfant, le mort. Ce mort-là, quand il est l'ex-mari, il est décédé, il n'a pas de progéniture, il n'a pas d'enfant. Ah, mais elle est enceinte. Mais Eliyahu an-Navi te dit que ce qu'elle est enceinte, c'est un morceau de chair. C'est stam, un morceau de chair dans son ventre. C'est pas un fœtus, c'est pas un bébé. Ça veut dire que, maintenant, c'est vrai que à nos yeux, elle a l'air enceinte, mais en réalité, c'est pas considéré un zera. Pourquoi? C'est pas un ben enlo, parce qu'il n'a pas de ben. Pour que elle soit dispensée de yiboum et de halitza, il faut qu'il ait un ben. Mais ce mort-là, il est mort, il n'a pas de ben. Ah, mais sa femme, elle est enceinte. Et Eliyahu an-Navi, par exemple, il vient et te dit, il va pas naître, celui-là. Donc s'il va pas naître, donc il n'y a pas de ben. S'il n'y a pas de ben, eh bien, tu peux faire iboum avec elle. Tu peux faire halitza avec elle. Alors maintenant, Rabbi Yohanan dit, mais Eliyahu an-Navi n'est pas venu te le dire. Mais, une fois qu'elle va faire la fausse couche, il s'avère rétroactivement, midgalé les mafreya, que, en effet, même quand elle était tombée enceinte, ça ne s'appelle pas un ben. Les mafreya, la grossesse, elle est nulle. Puisque maintenant je vois qu'elle a fait une fausse couche, cette fausse couche, ça veut dire que depuis le début de sa grossesse, elle n'avait pas d'enfant. Alors, si Ben Enlo, alors tout va bien, elle peut faire iboum, elle peut faire halitza. Seulement avant, on ne pouvait pas prendre le risque, parce qu'on n'est pas prophète. Donc on ne pouvait pas prendre le risque. Personne ne pouvait savoir qu'elle va faire une fausse couche. Mais maintenant qu'elle a fait la fausse couche, il s'avère rétroactivement qu'elle était apte au iboum, qu'elle était apte à la halitza. Alors maintenant, ha-holetz le-me'uberet vehipila. Ha-holetz le-me'uberet vehipila. Il a fait halitza avec la me'uberet et elle a fait une fausse couche. Donc Rabbi Yohanan dit, ena tzricha halitza minahim. Pourquoi tu veux qu'elle refasse une halitza pour aller se marier avec un étranger? Elle peut se marier avec un étranger. Elle a déjà fait halitza. Quand elle était me'uberet. Mais elle était me'uberet de quoi? D'un morceau de chair. Puisque cet enfant n'est pas né, normalement il y a une fausse couche, il s'avère rétroactivement qu'elle n'a jamais été
porteuse d'un bébé, vraiment, d'un ben. C'est pas un ben. Khalitsa de tous les frères ou un seul frère, ça suffit? Ça suffit un seul frère. Quand on dit tzricha halitza min achim, ça veut dire un des frères. Eh bien, Rabbi Yochanan dit c'est inutile. Voilà un des frères, il a déjà fait halitza quand elle était mère ou bébé. Maintenant, pourquoi Rish Lakish dit non? Berish Lakish amar tigale milta le mafreya lo amrinan. Rish Lakish, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et il dit que la halitza qu'elle a faite à ce moment-là n'est pas valable. Pourquoi? Étant donné que elle était merouberet, donc de ce fait, comme on va le voir tout de suite, Rish Lakish s'appuie sur un pasouk pour dire qu'une merouberet n'est pas apte à la halitza. Seulement Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on applique la rétroactivité. Midgale hadavar le mafreya. Qu'en fait, elle n'était pas enceinte, puisqu'elle a avorté, puisqu'elle a fait une fausse couche. Donc cette grossesse n'est pas le début d'une vie, c'est pas le début d'une progéniture. Non. Il s'avère finalement que cette grossesse était nulle. Alors la halitza a eu lieu avec une femme, comme si elle n'était pas enceinte. Mais Rish Lakish dit non. Au moment où il y a eu la halitza, elle était enceinte. Et si elle est enceinte, on va le voir tout de suite d'un pasouk, que la halitza n'est pas bonne. Ah, alors qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais puisque à la fin elle a fait fausse couche, alors il s'avère rétroactivement comme si elle n'était pas enceinte. Il dit non, on n'applique pas la rétroactivité. Selon Rish Lakish, au moment où elle est enceinte, elle est enceinte. La fausse couche d'après, c'est après. Tu ne peux pas dire que la halitza, elle était bonne parce qu'elle a fait une fausse couche après. Au moment où elle a fait la halitza, c'était pas bon. Et maintenant on va voir le pasouk sur lequel il s'appuie. Iba iti makra Rabbi Yochanan savar ou ben enlo amar hamana vehalitle verish lakish savar ou ben enlo ayen alav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah écrit Ki yeshvu ahim yahdav ou met ahad mehem ou ben enlo. Si deux frères qui étaient contemporains, il y en a eu un des deux qui est mort et il n'a pas eu d'enfant, alors le frère, le Yabam, va devoir prendre la belle-sœur, la veuve du défunt. Eh bien, à ce propos, la Torah écrit clairement que la condition pour faire Iboum ou Halitza, il faut qu'on soit dans une situation de Uben Enlo, s'il n'a pas de fils, s'il n'a pas d'enfant. Est-ce que cette femme, elle a un enfant? Non, elle est juste enceinte. Être enceinte, ça veut pas dire avoir un enfant. Elle n'a pas eu encore d'enfant. Donc, au moment où il a fait la halitza, il a fait la halitza avec une yébama qui n'avait pas d'enfant. Et après ça, elle a fait une fausse couche. Donc, il n'y avait pas d'enfant. Alors, pourquoi tu veux disqualifier la halitza? C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit la halitza, elle est absolument valide. Et par conséquent, après la fausse couche, elle peut aller se marier avec un étranger. Elle n'a pas besoin de refaire une halitza. Mais Rish Lakish dit, cette halitza, elle n'est pas bonne. Il a fait une halitza avec une femme enceinte. Donc il faut refaire la halitza après la fausse couche, si elle veut se remarier avec un étranger. Pourquoi? D'où il apprend ça, Rish Lakish? Rish Lakish, savar, ou ben enlo, ayen alav. La Torah écrit ou ben enlo. Al Aleph Yud Nun. Elle n'a pas écrit Enlo sans le Yud. Elle a écrit ou ben Enlo. Alors on a une règle, c'est que le Aleph et le Het et le Aïn et le He, ce sont des otiot groniot, des lettres gutturales. Et de ce fait, elles peuvent permuter. On peut interchanger les lettres. On peut remplacer le Aleph par le Aïn. Donc, ou ben Aïnlo. Au lieu de dire Uben Enlo, tu dis Uben Ayenlo. Ça veut dire Ayen, observe. Essaye d'approfondir et de regarder, est-ce qu'il y a un fils quelque part? Alors c'est vrai qu'il n'a pas de fils, mais quand tu regardes dans le ventre de sa femme, il y a un fils là-bas. Uben Ayenlo.
Alors Rish Lakish dit, une femme qui est enceinte peut pas faire hiboum. Et donc peut pas faire halitza, parce que s'il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. Pour qu'il y ait hiboum ou halitza, il faut que ce soit ben en qui n'y ait pas du tout. Mais si quand tu es méraïenne, quand tu fais des recherches, tu trouves un bébé dans le ventre, eh bien c'est comme s'il y a ici un fils, et s'il y a un fils, il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. C'est pour ça que Rish Lakish va dire halitzat me'oberet ena halitza, bi'at me'oberet ena bi'a. Ça veut dire c'est pas une bi'a de hiboum. Ni en tant que hiboum, c'est hiboum, ni en tant que halitza, c'est halitza. Ouais, parce que il y a un bébé ici, à l'intérieur. Ça, c'est la mahloket. Maintenant, la Gemara va nous présenter tout un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. À chaque fois, ça va être ou Rabbi Yochanan qui pose une couchée à Rish Lakish, ou l'inverse, c'est Rish Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan. Première version, c'est Rabbi Yochanan qui objecte. Et Tive Rabbi Yochanan le Rish Lakish. Rabbi Yochanan va citer notre Mishnah pour objecter à Rish Lakish. Qu'est-ce qu'elle a dit notre Mishnah? Dans la Recha, on avait vu En avalad shel kayama hu asur bikrovotea vehi asura bikrovav upsalah mina kehuna bishlama ledidi de amina halitzat me'oberet shma halitza mishumachi pesalah ela ledidach de amart halitzat me'oberet lo shma halitza amai pesalah mina kehuna. On a vu dans la Mishnah que si jamais il a fait la halitza avec une me'oberet, et après ça, ça veut dire qu'il a fait une halitza avec la yebama, il ne savait pas qu'elle était me'oberet, il s'est avéré qu'elle était me'oberet. Et après ça, elle a fait une fausse couche. Quel est le din de cette veuve maintenant, si elle veut aller se marier avec quelqu'un, avec un étranger? Qu'est-ce qui est écrit? Pesalah mina kehuna. C'est écrit que elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Je répète. En avalad shel kayama, pesalah mina kehuna. Il doit lui donner un guet aussi. Non, on ne parle pas de hiboum. Il a fait halitza. Il avait fait halitza avec une me'oberet. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Psula la kehuna. Question, pourquoi psula la kehuna? Dans le cas où elle a fait une fausse couche, en avalad shel kayama, pesala mina kehuna. La halitza l'a rendue halutza. Et si elle est halutza, c'est comme une groucha. Et Hachamim ont dit, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen idiote. D'après moi, Rabbi Yochanan dit, d'après moi, on comprend. Car la halitza de cette me'oberet, ça s'appelle halitza. Donc elle est halutza, halachiquement parlant. Donc elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Mais d'après toi, Rish Lakish, toi qui as dit que... Qu'est-ce que tu as dit, Rish Lakish? Que halitzat me'oberet, lo havia halitza. Alors elle devrait pouvoir se marier avec un Kohen. Seulement, Rabotai, vous pouvez poser une question. Vous allez dire... Mais Ribono shel Olam, comment elle va aller se marier avec un Kohen? Mais elle ne peut même pas se marier avec un Israël, puisqu'elle a fait une fausse couche. Donc il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, il faut faire halitza. Le frère au frère. Oui, tzaricha halitza min ahim. D'après Rish Lakish. Donc, puisqu'il faut qu'elle refasse halitza, d'après Rish Lakish, tzricha halitza min ahim. Donc en attendant, tant qu'elle n'a pas fait halitza, elle n'a pas le droit de se marier avec personne. S'il faut maintenant faire halitza pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un, doit passer par les frères avant. Donc il faut faire halitza, alors elle sera toujours halutza. Si elle est halutza, donc automatiquement elle est psoula la Kohen. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yochanan? C'est quoi cette kushia? Rabbi Yochanan lui dit à Rish Lakish, je ne comprends pas la Mishnah qui a dit que Aholetz la me'oberet ve'ipila. C'est-à-dire, en avlad shel kayama, ça veut dire ipila. Alors,
psoula la keuna. Parce qu'elle a fait une halitza, halitza elle est psoula au Kohen Ediot. Encore d'après moi, ça se comprend, parce que halitza me'oberet, havia halitza. Mais d'après toi, Rish Lakish, que tu as dit que la halitza d'une me'oberet, ça ne s'appelle pas halitza, pourquoi est-ce qu'elle est psoula la Kohen? Je ne comprends pas cette question. Mais de toutes les façons, maintenant, comment elle va aller se marier, cette femme-là? Il faut bien qu'elle fasse une halitza. Si elle fait une halitza, donc elle est halitza, donc elle est psoula la Kohen. D'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je pense que la kavana, elle est comme ça. C'est que, imaginons deux frères qui étaient Kohanim, Réhouven et Shimon. Réhouven Kohen, Shimon Kohen. Réhouven était marié avec Rachel. Réhouven Kohen. Il est mort. Maintenant, Shimon Kohen, est-ce qu'il peut faire Iboum avec la veuve? S'il n'a pas d'enfant Réhouven, bien sûr, il fait Iboum. Mais maintenant, quel est le din si elle était Groucha? Par exemple, le premier frère, Réhouven, avait fait une Avera. Il a fait une Avera. Il avait épousé une divorcée. Il a épousé une divorcée. Maintenant, Réhouven est mort. Est-ce que Shimon peut faire Iboum avec cette divorcée? La réponse, il ne peut pas. Non. Pourquoi? Parce qu'elle était Assoura à Réhouven, elle était aussi Assoura à Shimon. Elle est Assoura à Shimon. Shimon, il ne va pas faire une Avera. Très bien. Alors maintenant, quel est le din si elle n'est pas Groucha, elle est que Halutza? Moi, je dirais, si Rish Lakish n'admet pas que c'est Haloutza, alors on revient au Iboum. Pourquoi? Ouais. On revient au Iboum. Ouais. Puisqu'il a fait... Ouais, bravo. Ken, absolument. Ça veut dire que si on considère que Halitzat Me'oberet et Na Halitza, s'il souhaite faire Iboum, il peut faire Iboum. Voilà. Absolument. Mais, on peut comprendre maintenant quel est le sens de la couchia de Rabbi Hanan. Quand Rabbi Hanan lui a dit, d'après toi, pourquoi elle est psoula la keuna? Et moi, je vous ai posé la question, mais c'est quoi cette question? De toute façon, il faut qu'elle fasse une halitza tôt ou tard. Sinon, comment elle va se remarier avec un étranger? Forcément, elle va faire halitza. Donc, si elle va faire halitza pour se marier avec un étranger, donc elle est psoula à un Kohen étranger. Donc, c'est normal ce que dit la Mishnah. Il faut dire que Pesala, la Kehuna, c'est même pour le frère. Imaginons que le frère veuille faire Iboum, comme vous avez si bien dit. Tu dis que la Halitza, elle sert à rien. Pourtant, dans la Mishnah, c'est écrit Pesalah mina Kehuna. Même Shimon Kohen, le frère, il veut faire maintenant Iboum. On lui dit non, tu ne peux pas faire Iboum. Tu peux faire que Halitza. Pourquoi? Ma pitom. C'est ça la kushia de Rabbi Hanan. Tu devrais lui permettre même le hiboum, vu que d'après toi, la halitza qu'il avait faite avant, c'était nul. C'était zéro. Puisque tu as dit que halitza me'oberet et na halitza. Alors pourquoi tu dis qu'elle est psoula la keuna? On peut expliquer comme ça la question de Rabbi Hanan. Amarle, midera banan, vele humra be'alma. Rish Lakish dit, tu as raison. Be'emet, tu as raison. Elle aurait pu faire le hiboum avec son beau-frère Cohen. Il n'y a pas de problème. Ah, la Mishnah a dit non. C'est juste une humra de Rabbanan. Pourquoi? Étant donné qu'ils ont fait une halitza vraiment, et c'est pas tout le monde qui sait qu'elle était Me'oberet, les gens ne sont pas censés savoir que la halitza, elle a eu lieu pendant qu'elle était Me'oberet. Et c'est-à-dire, les gens, ils vont voir qu'il y a eu une halitza. Ils ne savent pas qu'elle était Me'oberet, qu'elle a fait une fausse couche. Ils vont dire, c'est une halitza, elle se marie avec un Kohen. Moi, j'ai vu le rabbin, il lui a fait des kiddushin. Il va y avoir un maritaïn très grave. C'est pour ça que les hachamim, ils ont été mahmirim. Ils ont dit psoula la kehuna. Bien que la halitza ne s'appelle pas halitza be'etz. Alors maintenant, Ikad et Amré. Selon cette deuxième version, ce n'est pas Rabbi Hanan qui objecte, c'est le contraire. C'est Rish Lakish qui adresse une objection à Rabbi Hanan. En citant
le même passage de la Mishnah. En avalad shel kayama, hu asur bikrovoteha, vei asura bikrovav, upsala mina kehuna. Donc il lui cite exactement le même passage, à savoir que s'il a fait halitza avec une femme enceinte et ensuite elle a fait une fausse couche, alors elle est psula la kehuna, à cause de cette halitza. Alors Rish Lakish lui dit à Rabbi Yochanan, Bish lama le didi, encore d'après moi, qui dit que halitzat me'oberet c'est 0, de amina halitzat me'oberet loshma halitza, hainu de katane pesala mina kehuna, la humra. On peut comprendre qu'en effet, quand la Mishnah a parlé de ce cas, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'elle est psula la kehuna, mais c'est juste une humra. Velo katane enatzricha halitza mina ahin. La Mishnah n'a pas été permissive en disant qu'elle n'a pas besoin de faire halitza avec les ahim. Elle peut aller se remarier avec un étranger. La Mishnah n'a pas dit ça, qu'elle peut aller se marier avec un étranger. Et là, les didar, pardon, ça veut dire quoi? Puisque la Mishnah n'a pas dit qu'elle peut aller se marier avec un étranger, ça veut dire que Behemet, il faut qu'elle refasse la halitza. Pour pouvoir se marier avec un étranger. On fait 2 fois halitza. Mais Rish Lakish, selon sa propre opinion, qui dit que halitzat me'oberet c'est 0. Alors cette femme-là, comment elle va pouvoir aller se remarier avec un étranger? Comment? Il faut qu'elle refasse halitza. Car la halitza qu'elle avait faite quand elle était me'oberet, elle vaut rien. Alors de quoi la Mishnah a parlé? Elle a parlé que des humrot. Pourquoi elle vaut rien? La Mishnah a dit Asura la keuna, Asura mikrovot. Elle a parlé que de Asur, Asur, Asur. Mais elle n'a pas parlé de Mutar lithaten imishu aher. Elle n'a pas dit qu'elle peut aller maintenant grâce à la halitza qu'elle a faite. Ça veut dire quoi? Si la Mishnah n'a pas dit qu'elle a le droit d'aller se marier avec cette halitza, ça veut dire que Bémet c'est Asur. Et pourquoi c'est Asur? Parce que la halitza qu'elle avait faite ne va pas la libérer. Et pourquoi ça ne va pas la libérer? Parce qu'elle a fait une halitza pendant qu'elle était enceinte. Ça vaut 0. Donc lui, Rish Lakish, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut compléter la Mishnah. La Mishnah, elle a parlé des Issourim. Elle t'a pas dit permis. Alors qu'est-ce qu'il faut rajouter encore dans la Mishnah? Utsricha halitza mina achim. Comme a dit Rish Lakish. Et là, les didach, mais d'après toi, Rabbi Yochanan, que toi, Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu as dit? Que la halitza de Me'oberet, c'est kasher. Alors dans ce cas-là, la Mishnah aurait dû dire ce grand hidouche. Ena tzricha halitza mina achim ibaele. La Mishnah aurait dû nous enseigner ce hidouche atomique. Lequel? De dire qu'elle a le droit d'aller se marier avec des étrangers et qu'elle n'a pas besoin de refaire une halitza après la fausse couche. Ce hidouche, il est nucléaire et c'est ça ce que la Mishnah aurait dû nous enseigner. Or la Mishnah n'a pas enseigné. Amarle. Rabbi Hanan répond à Rish Lakish et lui dit, tu as raison. Enachinami. C'est vrai que la Mishnah aurait dû enseigner ce grand hidouche. Seulement, pourquoi elle ne l'a pas fait? C'est par symétrie entre la Recha et la Sefa de la Mishnah. Aïde de Tana Recha lo pesala, Tana Sefa pesala. Étant donné que dans la Mishnah, on a 2 hypothèses. Soit elle n'a pas fait une fausse couche, soit elle a fait une fausse couche. On avait dit que quand elle avait fait halitza en étant enceinte, et que finalement elle n'a pas avorté, n'a pas fait de fausse couche, le bébé est né normalement. Puisque le bébé est né normalement, ça veut dire que le défunt avait une descendance. S'il avait une progéniture, donc il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. Ah, mais pourtant elle a fait halitza. Est-ce qu'elle va être interdite au Kohanim? Va dire que non. Pourquoi? Parce que cette halitza, elle vaut rien. Puisqu'il n'y avait pas de hiboum à faire. Alors ça ne sert à rien cette halitza. C'est comme si quelqu'un il va aller se faire la sieste, on lui enlève les chaussures. Ça s'appelle halitza. Ça s'appelle pas halitza. Donc tu ne peux pas dire qu'elle a un statut de halitza pour l'interdire au Kohen.
Donc dans la Recha, qu'est-ce qu'on a dit? Lo pesalah mina keuna. Alors, de manière symétrique, la Mishnah dans la Sefa, elle te dit, mais si elle a fait une fausse couche, en ablad shel kayama, alors la halitza s'appelle halitza psalah mina keuna. Donc c'est pour ça qu'on a dit, lo pesalah mina keuna, pesalah la keuna. Mais on n'a pas parlé des ahim, parce que dans la Recha, ça n'a rien à voir avec l'histoire des ahim. Et de ce fait, puisque on n'a parlé que de la keuna dans la Recha, on n'a parlé que de la keuna dans la Sefa. Mais c'est vrai que, dans l'absolu, on aurait dû rajouter encore une phrase et dire Enna tzricha halitza mina ahim, puisque finalement elle a fait une fausse couche. Et donc la halitza, elle était valable. Elle peut aller se remarier sans aucune halitza supplémentaire. Encore une kushia de Rabbi Yochanan à Rish Lakish. Et Tive Rabbi Yochanan à Rish Lakish. Et cette kushia, elle sera basée sur la première partie, sur la deuxième hypothèse de la Recha de la Mishnah. En avalad shel kayama yekayem. Excusez-moi. La kushia, elle est basée sur la deuxième partie de la Mishnah. Quelle est la différence entre la première partie et la deuxième partie de la Mishnah? Dans la première partie, on parlait de Aholetz libimto venimtzet me'oberet. Il a fait la halitza prématurément, il n'a pas attendu 90 jours, donc il pensait qu'elle n'était pas enceinte, et finalement il s'est avéré qu'elle était enceinte. Ça c'est le premier cas de la Mishnah, où on avait vu deux hypothèses. Soit finalement elle a fait une fausse couche, soit elle n'a pas fait de fausse couche. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on parle du cas où le bonhomme, carrément, ce Meshuga, il a fait hiboum avec elle avant d'attendre 90 jours. Ça veut dire qu'il a pris le risque. Il a fait carrément hiboum. Hakones et yebimto. Il a une relation avec elle. Et après, il s'avère qu'elle est merouberet. Qu'est-ce qu'on a vu? Deux hypothèses. Soit elle va faire une fausse couche, soit elle va donner naissance vraiment à un bébé. Alors, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? En avalad shel kayama yekayem. Si finalement elle fait une fausse couche et que le Vlad il n'est pas viable, il n'est pas shel kayama, alors lui il a eu la chance, Dieu l'a sauvé d'une grave faute, parce que en faisant cette fausse couche, il s'avère que le frère est mort, il n'a pas eu d'enfant, donc maintenant le hiboum qu'il a fait, c'est un hiboum valable. Et donc Yekayem, il peut rester avec elle. Et on peut pas, tout à l'heure on a dit on ne peut pas avancer. On parle maintenant. On ne peut pas parler le fœtus, il ne va pas vivre. Oui, mais ça c'est Rish Lakish. Justement, maintenant c'est Rabbi Yochanan qui est en train de faire une démonstration. Regardez ce qu'il dit Rabbi Yochanan à Rish Lakish. Bish lama le didi. Encore d'après moi ce que je dis. De amina halitzat me'oberet shma halitza ou biat me'oberet shma bi'a mishumachi katane yekayem. Encore d'après moi qui pense que la bi'a avec une me'oberet qui a fait une fausse couche, il savait rétroactivement que la bi'a était valable et que le hiboum s'appelle hiboum, alors il est kayem, il peut rester avec elle. D'accord? Mais d'après toi, et là les didar de amart, halitzat me'oberet loshma halitza ou bi'at me'oberet loshma bi'a, yahzor, bi'if'ol, bi'kayem, mi-ba'ele. La Mishnah n'aurait pas dû dire juste Yekayem, il a le droit de rester avec elle. La Mishnah aurait dû dire il a la mitzvah de refaire une bi'a avec elle pour faire la mitzvah du hiboum. Puisque d'après toi, ce qu'il avait fait avant, quand elle était merouberet, c'est nul, c'est zéro. Si c'est zéro, alors il faut qu'il refasse. La Mishnah n'a pas dit qu'il faut refaire. La Mishnah aurait dû dire Yahzor, Ve'iv'ol, Ve'ikayem. Puisque d'après toi, la bi'a qu'il avait faite avant, quand elle était merouberet, c'est pas une mitzvah de hiboum, c'est zéro d'après toi. Puisque tu as dit que bi'at merouberet, en shmah bi'a. Il n'y a pas de hiboum avec une merouberet. Alors si, c'est vrai, pourquoi la Mishnah ne l'a pas obligé à refaire le hiboum? Si elle a dit juste Ekayem, ça veut dire que le hiboum est valable. Donc tu n'as pas raison de dire que bi'at merouberet, lo shmah bi'a. Alors regardez comment il lui a répondu. Il lui a dit Ma yekayem yahzor ve'iv'ol ve'yekayem. Il lui dit
moi je fais rentrer tout ce que tu as dit dans un mot. Ça veut dire quand la Mishnah a dit Yekayem, c'est ça la Kavana. Chez Yekayem est un mitzvah. Pas Stam Yekayem qui reste avec elle, passivement. Non, activement. Chez Yekayem, ça veut dire Yachzor Be'ivrol Be'Yekayem. Parce que je considère que la bi'a qu'il avait faite quand elle était mère au Béret, c'est 0. Ce qu'elle a fait avant la fausse couche. De l'osagia belavachi. Ika de Amre, selon une deuxième version, ce n'est pas Rabbi Yochanan qui adresse une objection à Rish Lakish, c'est le contraire. C'est Rish Lakish qui adresse une objection à Rabbi Yochanan. Comment? Et-il Rish Lakish, le Rabbi Yochanan, il lui cite le même passage de la Mishnah qu'on vient de lire. Lequel? En avalat shel kayama yekayem. La Mishnah nous a dit que s'il a fait hiboum avec elle, et finalement elle a fait une fausse couche, alors yekayem. Bishlama le didi, encore d'après moi, dit Rish Lakish. De Amina, que j'ai dit, halitzat me'oberet loshma halitza, ou biat me'oberet loshma bi'a. Ni la halitza, ni une bi'a avec me'oberet ne sont valides. Haïnou de katane yekayem. Yahzor ve'ivrol ve'yekayem. Je peux comprendre le sens de yekayem qu'a dit la Mishnah. Ça veut dire qu'il faut refaire la mitzvah. Il faut encore une bi'a pour faire la mitzvah du hiboum. De l'osagi belavachi. Car sans cela, ça ne suffit pas. Ce qu'il avait fait avant, c'est 0. Il faut refaire. Et là, les didach. Mais d'après toi tu dis quoi, Rabbi Yochanan? Que la bi'a qu'il avait faite avec elle avant, elle est valide. Elle est valable. Alors dans ce cas-là, comment la Mishnah aurait dû s'exprimer? Ratza yotzi, ratza yekayem. Mais la Mishnah aurait dû dire, il fait ce qu'il veut. Il veut, il reste avec elle. Il veut, il lui donne le guet. Yekayem, il lui donne le guet. Non, pourquoi la Mishnah a dit Yekayem? Yekayem, ça veut dire comme si elle l'oblige. Yekayem, ça veut dire c'est une ordonnance. C'est une obligation. Yekayem. Alors, encore d'après moi, Rish Lakish, que j'ai dit que ce qu'il avait fait avant, c'est pas une mitzvah. Pourquoi c'est pas une mitzvah? Parce que bi'at me'oberet, loshmah bi'a. Donc la bi'a qu'il avait faite avec elle quand elle était me'oberet avant la fausse couche, c'est pas considéré comme bi'a. Est-ce qu'il a fait la mitzvah de hiboum? Non. Il n'a pas fait. Alors ça veut dire quoi Yekayem? Yekayem est un mitzvah. Yahzor ve'ivrol ve'yekayem, c'est une obligation. Mais d'après toi, Rabbi Yochanan, ça veut dire quoi Yekayem? Quoi, il est obligé de rester avec elle? Et s'il veut divorcer? Il a le droit de divorcer. Un Yabam qui a déjà fait hiboum. Un Yabam, il a déjà fait hiboum. Maintenant, s'il veut divorcer, il lui donne le guet. Voilà. Alors, pourquoi la Mishnah a dit Yekayem? C'est quoi Yekayem? Il est obligé de rester avec elle? Mais d'après toi, Rabbi Yochanan, il a déjà fait la mitzvah de hiboum. Puisque tu as dit que bi'at me'oberet shmah bi'a, ça veut dire qu'elle a déjà fait la mitzvah. Si elle a déjà fait la mitzvah, d'après toi, il n'est pas obligé de rester avec elle. Maintenant, s'il a envie de donner le guet, il donne le guet. S'il a envie de rester avec elle, il reste avec elle. Donc la Mishnah aurait dû laisser cela comme un libre arbitre. Comme un libre arbitre. Ratsa yekayem, ratsa yotzi. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yochanan répond? Enachiname. Tu as raison que la Mishnah aurait dû écrire Ratsa yekayem, ratsa yotzi. Seulement, elle a écrit comme ça par symétrie. Aïde de Tana Recha Yotzi. Tana Aname Sifa Yekayem. Ça veut dire qu'étant donné que dans la Recha, la Mishnah était tranchante, qu'est-ce qu'elle avait dit? Yotzi. Vous vous rappelez? C'est quoi le premier cas? Si jamais elle a donné naissance à un bébé qui est Bar Kayama, qui est viable, un enfant normal, elle a accouché d'un enfant normal. Alors, il s'avère que le mort, le défunt, a une progéniture, il a un zéra. Puisqu'il a un enfant, donc il ne fallait pas faire hiboum, puisque celui-là, il a eu une relation avec elle pendant qu'elle était enceinte, alors il a fait une avéra très grave, de karet. Quelle est la halakha? La halakha, c'est qu'il n'a pas le droit de vivre avec elle. Yotzi, qu'est-ce que ça veut dire Yotzi? Il faut immédiatement qu'il la fasse sortir de chez lui, même sans le guet. Pas besoin de guet. Il n'est pas marié avec elle. Il n'est pas marié, c'est assourd de rester avec elle même une seconde de plus. Yotzi! C'est chiyuv. Donc, dans la Recha, on a dit Yotzi. La Mishnah, elle a été tranchante. Alors, par symétrie,
Dans l'autre cas, elle a dit Yekayem. Ça veut dire il a le droit de rester avec elle. Le contraire de Yotzi, c'est Yekayem. C'est pour ça que dans la Sefa, on n'a pas voulu dire Ratza, Yotzi, Ratza, Yekayem. On a voulu faire juste une symétrie, la réciproque de Yotzi. Le contraire de Yotzi, c'est Yekayem. C'est pour ça qu'on a écrit Yekayem. Mais Behemet, tu as raison, c'est pas obligé. Il n'est pas obligé de rester avec elle. S'il a envie de donner le guet, il donne le guet. Encore une kushia que la Gemara va adresser à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Que Halitzat Me'oberet, Havia Halitza. Biat Me'oberet, Havia Bia. Maintenant, on va démontrer le contraire à partir de la braïta suivante. Metive. Hakones et Yebimto. Benimtzet Me'oberet, Harezo, Lotinase Tsarata, Shema Yehe Havalad Ben Kayama. Il est écrit comme ça dans la Braïta. Quelqu'un qui a une relation avec l'une des deux belles-sœurs. On va dire Réhouven et Shimon. Réhouven avait deux femmes, Rachel et Tzipora. Réhouven est mort. Shimon, il a pris Rachel. Il ne savait pas qu'elle était Me'oberet. Il a une relation avec elle, Benim Tzet Me'oberet. Maintenant, l'autre, la Tsara, Tzipora, elle veut aller refaire sa vie. Elle veut aller se remarier. Normalement, comment ça se passe dans un hiboum normal? On fait hiboum avec une, l'autre est libérée immédiatement. Elle peut aller refaire sa vie avec un étranger. On fait hiboum avec Rachel, Tzipora, elle va avec un autre. Elle va se marier. Ou bien si par exemple, Shimon a fait Halitza avec Rachel, Tzipora est libérée. Les deux sont libérés. Dès qu'ils ont fait la Halitza avec l'une, les deux sont libérés. On n'a pas besoin de faire Halitza avec chacune. On n'a pas besoin de faire Iboum avec chacune. On fait soit Iboum, soit Halitza avec une, et toutes les autres rivales, toutes les autres savotes, elles sont libérées. Alors la Baraïta nous dit que si Shimon a fait Iboum avec Rachel, et il s'avère que Rachel est enceinte, Harezulotina Setsarata. La Tsara, la rivale, ne peut pas aller se marier avec un étranger. Elle doit attendre. Elle doit attendre quoi? Elle doit attendre l'accouchement. Et qu'est-ce qui va se passer à l'accouchement? Shema Yehe Valad Ben Kayama. Peut-être que le Valad, il va être Ben Kayama. Il va être viable. Fin de citation de la Braïta. La Gemara dit quoi? Adraba, au contraire. Qui avait Avalad Ben Kayama, Mifterat Sarata. Si le bébé, il est normal, il est viable, au contraire, ça c'est une raison pour libérer la rivale. Parce que dès qu'il y a un bébé, il n'y a pas de hiboum. Quoi qu'il arrive, il y a un bébé, donc il n'y a pas de hiboum. Et la ima, il faut corriger. Et la ima, Shema, lo yehe Avalad Ben Kayama. Pourquoi il faut qu'elle attende? Pourquoi Tzipora doit attendre que Rachel accouche? Car peut-être que Rachel ne va pas accoucher, peut-être qu'elle va avorter, peut-être qu'elle va faire une fausse couche. Et si elle va faire une fausse couche, alors Réhouven n'avait pas d'enfant. Alors si Réhouven n'a pas d'enfant, Shimon doit faire Iboum. Si Shimon doit faire Iboum, alors ni Rachel ni Tzipora ne peuvent aller se marier avec un étranger tant qu'ils n'ont pas fait soit Iboum, soit Halitza. Il faut qu'une d'entre elles fasse soit Iboum, soit Halitza. Quand elle était Me'oberet, on ne sait pas à quoi elle va donner naissance. Elle va donner naissance à un enfant viable ou à un avorton. Si c'est un enfant viable, alors Besséder, elles vont être libérées, pas besoin de Hiboum, pas besoin de Khalitza. Mais si elle va faire une fausse couche, donc Réhouven n'a pas eu d'enfant. Si Réhouven n'a pas eu d'enfant, il faut faire Khalitza ou Hiboum. Très bien. Alors maintenant, ça c'est la Braïta. Alors répétons, c'est quoi la Braïta? Hakones et Yebimto. Benimtzet Me'oberet. Harezu Lotinase Tsarata. Shema Lo Yehe Havlad Ben Kayama. Après la correction, c'est ça ce que ça nous donne. Alors maintenant, c'est quoi la question qu'on va poser à Rabbi Yochanan? Regardez ça, comment c'est fort. Ve'i salka datach. Bi'at Me'oberet. Shmah bi'a. Amai Lotinase Tsarata. Tipater Bebi'a Shel Haverta. La kushia, elle est nucléaire. Atomique. La Gemara pose une question à Rabbi Yochanan.
on ne comprend pas pourquoi la tzara a besoin d'attendre l'accouchement. Pourquoi Tzipora doit attendre l'accouchement de Rachel? Mima nafshach, après le hiboum entre Shimron et Rachel, l'autre doit être libre. Tout de suite, l'autre elle doit être libre, Tzipora doit être libre. Pourquoi? De deux choses l'une. Soit elle va donner naissance à un enfant normal, soit elle va faire une fausse couche. Si l'enfant est normal, donc Réhouven, le mort, il a eu des enfants. S'il a eu des enfants, donc il n'y a pas d'hiboum. S'il n'y a pas de hiboum, elle peut aller se marier tout de suite. Si elle va faire une fausse couche, si Rachel va faire une fausse couche, alors Réhouven, Shimron, quand il a eu une relation avec Rachel, ça s'appelle hiboum. D'après Rabbi Yochanan, qui a dit que bi'at me'uberet shmah bi'a, donc il va s'avérer après la fausse couche qu'il a eu une relation à l'époque avec une femme qui n'est pas enceinte en fait, comme si elle n'est pas enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une fausse couche. Donc le hiboum, c'est un hiboum valable. Si c'est un hiboum valable, donc Tzipora, elle doit être libérée immédiatement. Alors pourquoi tu lui as dit, Madame, attends l'accouchement de Rachel? Pourquoi attendre l'accouchement de Rachel? Mimma nafshach. D'une manière ou d'une autre, d'après toi, Rabbi Yochanan, elle devrait être libérée immédiatement. C'est ça la kushia de Rish Lakish sur Rabbi Yochanan. Amar Abaye. Abaye répond à cette question très joliment. Amar Abaye, Bebi'a, Kule Alma la Péligé, de l'Opetara. Qui Péligé? Bahalitza. Rabbi Yochanan Savar, Halitzat Me'uberet, Shma Halitza. Biat Me'uberet, Lo Shma Halitza. Pardon. Biat Me'uberet, Lo Shma Bi'a. Rish Lakish Savar, Biat Me'uberet, Lo Shma Bi'a. Halitzat Me'uberet, Lo Shma Halitza. Abaye arrive avec une innovation. Et il dit, tu sais quoi? Aussi bien Rabbi Yochanan comme Rish Lakish pensent que Bi'at me'oberet lo shmah bi'a. Là-dessus, il n'y a pas de mahloket. Leur mahloket n'est que pour Halitza. C'est au niveau de la Halitza de me'oberet, est-ce que ça s'appelle Halitza ou pas? Rabbi Yochanan dit oui, Rish Lakish dit non. Mais au niveau de la Bi'a, tout le monde est d'accord que lo shmah bi'a. Et donc ça répond à la question. Pourquoi Tzipora, elle doit attendre l'accouchement de Rachel? Parce que, peut-être que, finalement, elle va faire une fausse couche. Ou peut-être que l'enfant va naître normalement. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir, madame, si elle va faire une fausse couche, donc Réhouven n'a pas eu d'enfant. Si Réhouven n'a pas eu d'enfant, Shimron doit faire hiboum. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Ben voilà, il a fait hiboum. Il a eu une relation avec elle quand elle était enceinte. Et d'après Rabbi Yochanan, biat me'uberet, havia bia, Abaye dit non. Même Rabbi Yochanan est d'accord que biat me'uberet, lo shmah bia. Ce qu'il a dit, c'est seulement pour Halitza. Pour la Halitza, il a dit qu'elle est valable, même si elle est me'uberet. Mais pour la bia, il n'a pas dit qu'elle est valable. Alors ça répond à la question. Pourquoi la dame, elle doit attendre? Pourquoi on doit attendre l'accouchement? Pour voir si ça va être une fausse couche ou un accouchement. Si c'est un accouchement, elle est libérée. Si c'est une fausse couche, elle n'est pas libérée. Pourquoi elle n'est pas libérée? Parce que la bia qu'ils avaient eue, c'est pas une bia, c'est pas un hiboum. Amar le Rava va dire à Abaye, ma pitom. C'est quoi cette réponse? Ma nafshach. De deux choses l'une. Ibiat me'uberet shmah bi'a, halitzat me'uberet shmah halitza. Ve'ibiat me'uberet shmah bi'a, halitzat me'uberet nami lo shmah halitza. Deha kaimalan, vechol ha'ola li'ibum, ola li'halitza. Vechol she'ena ola li'ibum, ena ola li'halitza. C'est-à-dire, on a une règle, c'est que la halitza et le ibum, ça va de pair. Le pendant du ibum, c'est la halitza. Car la Torah, comment elle nous a parlé du hiboum? Comment elle nous a présenté le sujet? Elle nous a dit comme ça. Un monsieur qui est mort, son frère doit faire hiboum. S'il ne veut pas faire hiboum, il fait halitza. Ve'im lo yahpot sa'ish lekarta,
Be'alta yebimto hashara, be'haltza na'alo, et ainsi de suite. Alors, ça veut dire quoi? Que la Torah te dit que la halitza, c'est l'alternative du hiboum. Normalement, il faut faire hiboum. Tu veux pas faire hiboum, tu fais halitza. Mais si il n'y a pas de hiboum, alors il n'y a pas de halitza. On n'a pas besoin de halitza. Non, mais ça veut dire que la halitza, elle n'a lieu d'être que là où il y a le hiboum. Si le hiboum n'a pas lieu d'être, donc il n'y a pas de halitza non plus. Alors il lui dit, là, qu'est-ce que tu me dis? La bi'a, tout le monde est d'accord que bi'at me'oberet lo havia bi'a. Ça veut dire quoi lo havia bi'a? C'est pas un hiboum. Bi'a avec une yebama me'oberet, ce n'est pas un hiboum. Mais la halitza, d'après Rabbi Yochanan, oui, havia halitza. Ma putain. Comment Rabbi Yochanan peut établir un distinguo entre hiboum et halitza? Mais ça va de pair. Si le hiboum il est valable, alors la halitza est valable. Si le hiboum n'est pas valable, la halitza n'est pas valable. Parce que la halitza, c'est le pendant du hiboum. Tu ne peux pas distinguer entre les deux. Rish Lakish, il est cohérent. Il dit, lo bi'av et lo halitza de Me'oberet ne sont valides, ne sont valables. C'est bon. Mais maintenant, pour Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu es en train de faire dire à Rabbi Yochanan? Tu dis quelque chose d'illogique. Abaye, tu es en train de faire dire à Rabbi Yochanan quelque chose d'incohérent. Parce que tu dis, la halitza avec le Me'oberet n'est pas valable, pardon, la bi'a avec le Me'oberet n'est pas valable en tant que hiboum, mais la halitza avec une Me'oberet c'est valable. Ma pito. La halitza, le hiboum, ça va de pair. Soit les deux sont valides, soit les deux sont invalides. Mais tu ne peux pas différencier entre les deux. C'est pour cela que Rava, il revient à la première girsa de la Braïta. Il ne corrige pas la Braïta. Ela amar Rava, Harika amar. Voilà le sens de la Braïta. Il faut lire tel quel. Comment? Hakones yebimto venimtzet me'uberet. Harezu lotinaset sarata. Shema yehe avalad ben kayama. Ubiat me'uberet. Lo shmah bi'a. Vehalitzat me'uberet. Lo shmah halitza. Vehavalad eno poter. Ad sheyetze le'avira olam. Il dit en fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Braïta. Que même Rabbi Yochanan serait d'accord ici que la bi'a, elle n'est pas valable. Pourquoi? En général, Rabbi Yochanan, il pense que bi'at me'oberet, shma bi'a. Halitzat me'oberet, shma bi'a. Comme on a toujours compris. Parce que tu ne peux pas distinguer, dire ça oui, ça non. C'est ou les deux oui, ou les deux non. Donc Rava, il revient à la compréhension première. Seulement, on avait une grosse kushia. C'est quoi la kushia? C'est par rapport à la Braïta. La Braïta, comment tu peux comprendre? Comment Rabbi Yochanan il peut comprendre cette Braïta? Qu'est-ce qu'elle disait la Braïta? Que Tzipora, la rivale, la Tzara, elle doit attendre l'accouchement de Rachel. Pourquoi? Parce que peut-être que elle va faire une fausse couche. Si Rachel fait une fausse couche, donc il faut faire hiboum. D'accord? Il faut faire hiboum. Et si il faut faire hiboum, et que la halitza, le hiboum, la relation qu'il avait eue avec elle, ce n'est pas valable, alors il fallait qu'elle attende. Mais d'après toi, Rabbi Yochanan, pourquoi il fallait qu'elle attende? D'après toi, Rabbi Yochanan, que tu dis que biat me'oberet avia bi'a, elle n'avait pas besoin d'attendre l'accouchement de Rachel, car d'une manière ou d'une autre, elle doit être libérée. Si l'enfant il va être Ben Kayama, alors elle est libérée immédiatement. Et si même l'enfant il n'est pas Ben Kayama, mais elle a fait déjà hiboum maintenant, elle a eu une relation aussi, il y a déjà eu la bi'a, elle devrait être libérée. D'après toi, Rabbi Yochanan, c'est ça la kushia. Donc tu vois d'ici que bi'at me'oberet, loshma bi'a. Alors Rava dit, tu sais quoi? Behemet Rabbi Yochanan il te dit bi'at me'oberet, havia bi'a, et halitzat me'oberet, havia halitza. Mais c'est seulement si elle a fait une fausse couche. Quand elle va faire une fausse couche, alors on dit rétroactivement, quand il a eu une bi'a avec la yebama ou une halitza avec la yebama, c'était avec une femme qui n'a pas d'enfant. Parce que la fausse couche, même si elle a eu lieu après, mais Rabbi Yochanan, il applique la rétroactivité. Midgalle les mafreya, que depuis le début, comme si elle n'était pas enceinte.
comme si elle n'était pas enceinte. Donc la bi'a, elle était valable. La halitza était valable. Mais là, on parle de Shema Yehe Avalad Ben Kayama, comme la première version de la Braïta. Peut-être qu'elle ne va pas faire une fausse couche. Peut-être qu'elle va avoir un enfant normal. Et si elle va avoir un enfant normal, alors il faut qu'elle attende. La rivale, elle ne peut pas aller se marier, il faut qu'elle attende. Tzipora ne peut pas aller se marier, il faut qu'elle attende Rachel, que Rachel accouche. Parce que peut-être Rachel va accoucher d'un enfant viable. Et alors, au contraire. Parce que si elle va accoucher d'un enfant qui est viable, normal, donc il n'y a pas de hiboum, bichlal. Il n'y a pas de mitzvah de hiboum, elle n'est même pas bloquée, elle n'est même pas retenue. Elle peut refaire sa vie tout de suite, puisqu'il n'y a même pas de halitza à faire. C'est quoi ça? Alors il dit quelque chose d'extraordinaire. Matok midvash. Il dit en fait, Havalad enopoter ad sheyetze le'avir ha'olam. On voit bien vivant. Le hidouche, il est extraordinaire. C'est que, c'est vrai, elle va avoir un enfant viable. Admettons, la majorité des femmes, elles ont des enfants normaux. Naron, c'est vraiment, les fausses couches, c'est minoritaire. Mais, même si on était sûr que l'enfant va être normal, malgré tout, elle ne peut pas aller se remarier. Pourquoi? Il faut qu'elle attende que l'enfant naisse, qu'il y ait la naissance du bébé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va la dispenser de halitza ou de hiboum, qui va la libérer? C'est la présence d'un bébé dans le monde. Ad sheyetze havalad le'avir ha'olam. À ce moment-là, il est poter otam. Quand le bébé va naître, ou ben yeshlo. Quand est-ce qu'on fait hiboum? Ou ben enlo. Mais là, yeshlo ben. Quand est-ce que... Alors, pareil, c'est pareil. Ben Kayama, oui, mais attention. Ben Kayama ad sheyetze l'avir ha'olam. Ça veut dire que on ne peut pas dire que quand elle va avoir un enfant normal, alors, depuis le début, elle était libérée. Non, elle n'est pas libérée rétroactivement. Elle est libérée au moment de la naissance. C'est ça qui la libère. Un bébé dans le monde qui est le fils du défunt, c'est ça qui libère ces femmes du hiboum. Il faut attendre que la femme enceinte, imaginons, on le savait, imaginons, Réhouven est mort. Il a laissé une femme enceinte au 5e mois. Il a eu un accident de voiture, malheureusement, sa femme elle est enceinte. Maintenant, les autres disent, ah, il y en a une qui est enceinte. Allez, les autres, elles veulent aller se remarier maintenant. On leur dit non. Non, mesdames, attendez l'accouchement. Pourquoi? Pourquoi attendre l'accouchement? Mais voilà, il y a un bébé qui va naître, Be'ezrat Hashem Mazal Tov. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais peut-être une fausse couche. Fausse couche, c'est minoritaire. La majorité des femmes, elles donnent naissance à un enfant normal. Alors nous, on veut aller se marier. Bye bye. Si on va d'après la majorité, elles veulent aller se remarier. On leur dit non. Vous voulez savoir qu'est-ce qui va vous libérer? C'est un bébé qui est né. Pas un bébé à l'état fœtal, prénatal. C'est uniquement postnatal, pas prénatal. Même après un mois même. Peut-être ça s'appelle nef. Ça encore, bravo. Après la Gemara, on verra Be'ezrat Hashem dans la Moudbet, la discussion par rapport au Nefel, Hazak ou Baruch. Au niveau des 30 premiers jours après la naissance, même à ce moment-là, si jamais il meurt, c'est pas encore sûr. C'est-à-dire il faut vraiment avoir mi ben chodesh, ou fdouyav mi ben chodesh difde. Il faut qu'il sorte du cadre de Nefel. On verra après le débat à ce propos, mais en tout cas, au moins la naissance, ad sheyetze le'avir ha'olam. Tant que lo yatsa le'avir ha'olam, elle n'est pas libérée. Donc il n'y a pas de kushia sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan peut te dire que be'emet, bi'at me'oberet avia bi'a, ou halitzat me'oberet avia halitza, mais c'est seulement dans l'hypothèse où elle va faire une fausse couche. Si à la fin elle a fait une fausse couche, alors je dis que ce qu'elle avait fait avant, c'est valable. Mais dans la mesure où à la fin elle n'a pas fait une fausse couche, elle a accouché normalement d'un enfant viable, alors là, tu ne peux plus dire que ce qu'elle avait fait avant, c'était valable.
C'était 0. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas être libérées? Je te dis parce que même si tu es sûr qu'elle va accoucher d'un enfant normal, personne n'est libéré. Personne n'est libéré. Tant qu'elle est enceinte, elles doivent attendre. Parce que ce qui va les libérer, c'est le ben. C'est vraiment quand le bébé il arrive, tant qu'il n'est pas yotse la vira olam, madame, vous êtes en stand-by. Vous n'êtes pas libéré. Un sauf là d'abord. Pourquoi? Est-ce qu'il peut mourir le bébé à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans? Ah non, mais c'est pas grave. Là, c'est plus grave. Ah, et là, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Une fois que, au moment de sa mort, il a eu un enfant, même si cet enfant va mourir par la suite, il n'y a plus de problème. Oui, exactement. Il y a Tzala Vera Olam, c'est bon. D'ailleurs, la Gemara cite une braïta qui corrobore cette opinion de Rava. Tanya Kavate de Rava. On a trouvé une preuve à Rava dans une braïta qui est la suivante, qui dit Mamash, presque mot à mot, Hakones yebimto venimtset me'uberet, harezu lotinase tsarata. Lorsque quelqu'un, il a une relation avec la yebama, avec l'une des deux yebamot, et il s'avère que elle était enceinte, harezu lotinase tsarata, la tsara ne peut pas aller se remarier. Shema yehe valad ben kayama, car peut-être le valad il va être ben kayama. Ve'en bi'a ve'halitza poteret. Et donc ni la bi'a ni la halitza n'est poteret, parce que même Rabbi Yochanan est d'accord que si le valad il est ben kayama, alors la bi'a et la halitza c'est 0. C'est seulement quand il a fait une fausse couche que Rabbi Yochanan avait dit rétroactivement ça marche. Et la havalad poter, c'est le bébé qui va être poter. Ve'havalad eno potra ad sheyetze le'avir ha'olam, jusqu'à ce qu'il naisse. La Gemara dit Tama de Shema Yehe Valad ben Kayama ou Halo Have Valad ben Kayama Miftar Tsarata Nimat Yeve Tuvta Derish Lakish. La Gemara ici veut en profiter pour poser une kushia à Rish Lakish. Tu vois que toute la raison pour laquelle nous considérons que la bia n'est pas une bia, biat me'uberet, c'est pas un iboum, halitzat me'uberet, c'est pas une halitza, c'est seulement parce que Shema Yehe Havalad ben Kayama. Machma que si finalement elle a fait une fausse couche, Halo Havivlad ben Kayama, Miftar Tsarata, la halitza qu'il avait fait, ou le hiboum qu'il avait fait, la tsara, elle est libérée. Je pourrais déduire d'ici une couchère forte contre Rish Lakish, parce que Rish Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Ni la bia, ni la halitza ne sont valides. Et peu importe Ben Kayama, pas Ben Kayama, même si après elle a fait une fausse couche, elle doit refaire la halitza, parce que la halitza qu'elle avait fait quand elle était me'uberet, c'est nul et non avenu. Il s'appuyait sur le pasouk ou ben enlo, ayen lo. Donc tzricha halitza mina achim od param. Ma pitom. Tu vois que la Braïta a dit que pourquoi elle n'est pas libérée, parce que Shemaye Avlad ben Kayama. C'est pour ça que la bi'a n'est pas une bi'a, la halitza n'est pas une halitza. Machma que si le Vlad il n'est pas ben Kayama et qu'elle va faire une fausse couche, la bi'a et la halitza qu'elle a fait me'uberet, c'était valable. Kushia. Amar lecha Rish Lakish il va te répondre, ma pitom, Hari Katane. Voilà comment il faut comprendre la Baraita. Hakones yebimto venimtzet me'uberet harezo lo tinase tzarata. Shema lo yehe havalad ben kayama. Vehalitzat me'uberet lo shma halitza. Ubiat me'uberet lo shma bi'a. Lui, Rish Lakish, il reprend la correction de la Braïta. Vous vous rappelez qu'on avait eu une mahloket. Est-ce qu'il fallait corriger la Braïta ou il ne fallait pas corriger la Braïta? D'après la première version, on avait mis le schéma Lo yehe havlad ben kayama. Et après, Rava, il a restauré la version. Il a dit non, comment chez Katouv? Schéma yehe havlad ben kayama. Rish Lakish, lui, corrige. Pour répondre à cette kushia, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Braïta. Il faut corriger, il faut écrire Shema Lo yehe. Shema Lo yehe havlad ben kayama. Et alors, Im Lo yehe havlad ben kayama, cette madame, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire Iboum ou Halitza, hein, l'une des deux. Ah, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Eh ben voilà, elle a fait Iboum. Eh bien, je te dirais que non. Halitza me'uberet lo shma Halitza. Bi'at me'uberet lo shma bi'a. Cette bi'a, elle vaut 0.
Au contraire, comme moi je le dis. Veim tomar alecha hararov nashim. Veim tomar alecha hararov nashim. Et si tu vas me poser la question, tu vas me dire, il faut suivre le rov. Verov nashim, vlad ma'alia yaldan. Pourquoi tu prends en considération le risque d'une exception? C'est quoi l'exception? Qu'il fasse une fausse couche. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est minoritaire. Pourquoi tu ne suis pas la majorité? Pourtant, on a une règle dans la Torah. On doit suivre la majorité. Hare rabim leatot. Verov nashim, vlad ma'alia yaldan. La majorité des femmes, elles accouchent des enfants normaux. Réponse, valad en poter hache etze la viraola. C'est toujours la même idée. Même si tu vas me dire que c'est sûr qu'elle va accoucher un enfant normal. Allez, pas sûr. C'est 90%, 60%, 51%. Mais ça suffit de 51% pour avoir un rov. Et la Torah dit, tu suis le rov. Et si le rov des femmes, elles accouchent normalement, donc cet enfant, il va être normal. Pourquoi tu veux qu'elle attende? Si pour elle, elle doit faire sa vie. Elle dit non. Il faut qu'elle attende. Car la Torah, quand elle te dit ou ben enlo, il faut qu'il y ait un ben. Il faut qu'il y ait un ben vraiment pour qu'elle soit libérée. Donc il faut qu'il soit yotze le avir haolam. Tant qu'il n'est pas né encore, même si on était sûr et certain qu'il va naître normalement, et c'est la majorité des cas, c'est pas pour autant qu'elle peut aller se remarier. Il faut qu'elle attende stand-by, parce que elle n'est p'toura du hiboum et de la halitza qu'après la naissance normale du bébé. Tant qu'il n'est pas né, on ne peut pas parler de libération des Yébamot. Voilà comment Rish Lakish va te répondre. Il est bon de rappeler entre parenthèses ce que dit Tosfot dans le Daf Lamedhe Amud Bet, le Tosfot d'Ibura Matril, de Rish Lakish Savar Ben Enlo Ayen Alav. Ho'ilu be'ota sha'a haya ra'ui leitkayem. Et à la fin du Tosfot, nous voyons que même Rabbi Yochanan, il pense que ce pasouk est vrai. C'est-à-dire que En avlad poter ad sheyetze lavir haolam. Même Rabbi Yochanan en convient. C'est comme on vient de le voir maintenant, n'est-ce pas? Rava a fait dire ça à Rabbi Yochanan, avlad eno poter ad sheyetze lavir haolam. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas poter? Ça veut dire, pourquoi est-ce que la halitza et le hiboum, il n'est pas poter parce que c'est écrit ou ben enlo, il faut vraiment un ben. Mais comme c'est écrit enlo, ayenlo, même Rabbi Yochanan est d'accord avec cette dracha de ayenlo. Comme ça, machma de Tosfot ici, regardez. Perish lakish savar ben enlo ayen alam. Ho ilu beota sha'a haya ra'ui litkayem. Veim tomar im ken tipater la shuk belo halitza. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce que on ne libérerait pas immédiatement une Yébama dès qu'elle est enceinte ou la rivale dès que l'une d'entre elles est enceinte. Kemo bezera pasoul de nafkalan mi enlo ve amay name amrinan le kaman de valad eno poter ad sheyetze le'avira olam. Tosfot fait allusion à notre Gemara qu'on vient d'étudier où on voit que le vlad il n'est pas poter ad sheyetze le'avira olam. Pourquoi pas? ויש לומר, דאמרינן נמי עיין עליו, שלא תחלוץ ולא תנסה כל זמן שעומדת בספק. Tosfot nous disent que tant qu'elle est dans ce safek-là, de עיין עליו, eh bien ça la bloque. Elle ne pourra pas faire iboum, ni halitza, quand elle est en médette dans ce safek, est-ce que le bébé va naître ou pas? Ça veut dire qu'on attend que le malade naisse. Exactement. Bédiouk. C'est exactement ça. Ça veut dire que c'est de là qu'on apprend. Il y a ici 3 éléments qui peuvent libérer une femme. On va dire par exemple la tsara. C'est soit le hiboum, soit la halitza, soit la naissance du bébé. S'il y a une naissance du bébé, donc évidemment il n'y a même pas de mitzvah de hiboum. Et elle est libérée de par le fait que le défunt a une progéniture. Dans l'hypothèse où le bébé n'est pas viable, alors à ce moment-là, il faut soit Khalitsa, soit Iboum. Mais étant donné que
ça a été fait quand elle était enceinte. Pour Rabbi Yochanan, il nous dit, en effet, ça marche. Ce qu'elle a fait à l'époque, ça marche, pas besoin de refaire. Et Rish Lakish dit, non, Oui. il faut refaire. D'accord. Par contre, dans l'hypothèse où elle reste, dans l'hypothèse où Ben Kayama, alors il nous dit, dans le cas de Ben Kayama, si tu envisages cette hypothèse, que l'enfant est viable, de quel hiboum tu parles? De quel halitza tu parles? Ça n'a aucun sens. Et donc, si ça n'a aucun sens, le hiboum et la halitza, pendant la période de grossesse, dans l'hypothèse où l'enfant est viable, donc c'est sûr que la rivale n'est pas libérée. Seulement maintenant, tu voudrais peut-être chercher à la libérer. Tu veux chercher à la libérer immédiatement, dès qu'il s'est avéré que sa rivale est enceinte. Parce que tu vas dire, voilà, elle est enceinte, donc il y a une progéniture. Il y a une progéniture, qu'est-ce que tu veux de moi? Ça y est, je suis libre. On lui dit, non, t'es pas libre. Pourquoi? Car ce qui te libérera, c'est un bébé qui est arrivé au monde, et pas un bébé qui est dans le ventre. En avalad poter, le avira olam. C'est pour ça que je vous ai fait répéter cette phrase. Très bien. Maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rish Lakish. Et elle va dire, Tama de Shema Yehe Avalad ben Kayama Hu Ha Lohave Valad ben Kayama Miftar Tsarata Limetievet Yuvta de Rish Lakish. Ça veut dire, de cette baraïta, nous voyons qu'en effet, la raison pour laquelle elle doit attendre patiemment cette rivale, elle doit attendre l'accouchement pour être libérée. C'est parce que peut-être cet enfant sera viable. Sous-entendu que si cet enfant n'est pas viable, elle aurait pu être libérée depuis le début. Nahon, ça veut dire que, par exemple, si elle... Pourquoi elle a besoin d'attendre, comme on a dit? Parce que peut-être que l'enfant sera viable. Et s'il est viable, il n'est pas poter jusqu'à ce qu'il naisse. C'est ça la halakha. L'élément qu'il faut bien retenir. Ça nous échappe. Mais il faut bien enfoncer le clou. Que dans l'hypothèse où l'enfant est viable, c'est ça qui va la libérer, mais elle est obligée d'attendre qu'il naisse pour être libérée. Car un fœtus ne libère pas. Ce n'est qu'un bébé qui est né qui libère. Alors maintenant, la Gemara dit, de là, je peux maintenant retourner une couchia à Rish Lakish. Jusqu'à présent, Rish Lakish est arrivé avec cette baraïta en force contre Rabbi Yochanan, et il a fallu que Rava donne une explication. Mais maintenant, après cette explication, on peut maintenant renverser la vapeur et transformer cette baraïta comme couchia contre Rish Lakish. Qu'est-ce qu'a dit Rish Lakish? Il a dit que la bi'a et la halitza d'une mère obérette, c'est caduc. Pourquoi? Parce que ce soit Vlad ben Kayama ou pas Vlad ben Kayama, dans tous les cas de figure, il faut recommencer. A priori, de cette baraïta, là, tu vois le contraire. Car la baraïta, qu'est-ce qu'elle a donné comme raison? Quand elle a dit, à connaître cette idibam to benim tset meroberet, à résoudre l'otinaset sarata, shema, yehe Vlad ben Kayama. Tu vois que la baraïta elle-même t'a donné comme raison pour l'attente avec patience de la rivale, d'imposer une attente avec patience à la rivale jusqu'à l'accouchement. Pour quelle raison? Parce que Shema Yehe Avalad Ben Kayama. Car peut-être le valad sera viable. Sous-entendu que dans l'hypothèse où il n'est pas viable, le hiboum était valable. Seulement comme on n'est pas prophète, on n'a pas Eliyahu Navi pour le savoir. Alors on a dû attendre. Mais si on le savait depuis le début, que le Vlad ne serait pas Ben Kayama, la Tsara aurait pu être libérée depuis le début. Donc c'est une preuve tranchante pour Rish Lakish, pour Rabbi Yochanan. Et c'est une couchia très forte contre Rish Lakish. Pourquoi Rish Lakish, tu as dit que la bi'a avec une mère obérette, c'est caduc? C'est pas vrai, c'est pas caduc. Au contraire, tu vois ici que toute la raison pour laquelle on a dit que l'autre elle est pas libérée, il faut qu'elle attende l'accouchement, c'est juste parce que on envisage l'hypothèse que l'enfant sera viable.
machma que si on va d'après l'hypothèse que l'enfant ne sera pas viable, donc en effet on aurait pu la libérer depuis le début. Comment tu aurais pu la libérer depuis le début? S'il y a un avis venait, il te disait, ce ne sera pas viable, elle ne va pas accoucher cette femme, c'est une fausse couche qu'elle va faire. Alors tu aurais libéré immédiatement la rivale. Auquel titre? Parce que sa rivale, qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, Iboum. Elle connaisse et Yebamto. La première, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà fait Iboum. Mais toi, Rish Lakish, tu as dit qu'un Iboum avec une mère Ouberet, c'est caduc. Et là, tu vois que c'est pas caduc. Je répète la question. Tama, toute la raison qu'a donnée la Braïta pour dire que la rivale, il faut qu'elle attende patiemment. Des Shema Yehe Valad Ben Kayamaou. Car nous craignons que l'enfant soit viable. Mashma, sous-entendu, Halo Have Valad Ben Kayama, Miftar Tsarata. Si on était sûr que le Valad ne serait pas viable, eh bien sa tsara, elle aurait été permise immédiatement. Pourquoi elle aurait été permise immédiatement, la tsara? Pourquoi la tsara, elle aurait pu refaire sa vie immédiatement? Parce que l'autre a déjà fait Iboum. Parce que la première a déjà fait Iboum. A connaisse et Yebamto. Ça veut dire que le Iboum qu'on a fait avec une femme enceinte, c'est un Iboum valable. Pourquoi Rish Lakish dit que Bi'at Me'oberet lo ave Bi'a? Réponse. Amar lecha Rish Lakish. Rish Lakish va te répondre. Eh bien, Rish Lakish n'a pas peur de cette question. Il va revenir à la correction qu'on avait présentée tout à l'heure. Rappelez-vous. Amar lecha Rish Lakish. Achi Katane. Voilà comment il faut comprendre la baraïta. Hakones yebamto venimtset me'oberet harezu lo tinase tsarata shema lo yehe avlad ben kayama. Halitzat me'oberet lo shma halitza, ou biat me'oberet lo shma bi'a. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que dit la braïta? Faut pas lire Shema Yehe Havalad Ben Kayama, comme l'a lu Rava. Rava, il a dit, il ne faut pas toucher, il ne faut pas corriger cette baraïta. Laisse tel quel. Shema Yehe Havalad Ben Kayama. Mais Rish Lakish dit non, il faut lire Shema Lo Yehe Havalad Ben Kayama. Pourquoi la tsara n'a pas le droit d'aller se remarier immédiatement? Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que, justement, nous craignons que l'enfant ne vive pas. Et alors, il faut faire Iboum. Et s'il faut faire Iboum, alors automatiquement la tsara n'est pas libre. Donc c'est pour cela que il a dit peut-être que c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'elle aille se remarier. Oui, mais attends, il faut qu'elle fasse Iboum. Mais voilà, il y a eu Iboum. Pourquoi tu interdis à la rivale d'aller se remarier avec un étranger? Mais voilà, la première, elle a fait Iboum. À connaître cette Yebamto. Qu'est-ce qui te dit Rish Lakish? Le Iboum, il ne marche pas. Parce que Bi'at Me'oberet Loshma Bi'a, Rish Lakish, fidèle à sa propre opinion, il te dit, de quoi tu me parles là? Tu veux la libérer, la rivale? Pourquoi? Parce que la première, elle a eu une relation avec le Yabam, mais cette relation qu'elle a eue avec elle, c'est quand elle était enceinte. Même selon l'hypothèse que l'enfant n'est pas viable, selon Rish Lakish, Biat Me'oberet Lo Ave Bi'a. Et donc si Lo Ave Bi'a, ce n'est pas un Iboum. Si ce n'est pas un Iboum, évidemment la rivale n'est pas libérée. Et selon cette... Elle n'est pas libérée parce que selon l'hypothèse que l'enfant n'est pas viable, s'il n'est pas viable, donc automatiquement il n'y a pas eu d'enfant. S'il n'y a pas eu d'enfant, il faut faire Iboum. Donc comment elle va être libérée? Par quoi elle va être libérée? Par l'enfant ou par la Bia? Mais on a dit que Biat Me'oberet Lo Avia Bia, dit Rish Lakish. Biat Me'oberet. À ce moment-là, Biat Me'oberet, si le malade il est malade, la tsara elle est libre. On a dit, mais il faut prendre en considération l'hypothèse que l'enfant ne soit pas viable. Si on dit que l'enfant n'est pas viable, alors il faut faire Iboum. Si l'enfant n'est pas viable, il faut faire Iboum. Pour la libérer, alors qu'il y a eu un Iboum de fait. Il y a eu un Iboum de fait. Est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il est valide? Non, mais à ce moment-là, on voulait la libérer immédiatement. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait libérer la rivale immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on voulait dire de deux choses l'une.
soit l'enfant est viable, soit il n'est pas viable. S'il est viable, alors libère-la. S'il n'est pas viable, voilà, il a fait hiboum. Pourquoi tu veux la coincer, la pauvre? Immédiatement, tu devrais, après le hiboum de la première, libérer la deuxième. Rish Lakish te dit non. Pourquoi je ne libère pas immédiatement la deuxième? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, qu'est-ce que tu vas dire? L'enfant, il y a une progéniture, mais peut-être que, justement, il n'y aura pas de progéniture, peut-être qu'il va mourir. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, il va mourir, ben voilà, il a fait hiboum. Dans l'hypothèse où il va mourir, voilà, il a fait hiboum. Biat me'oberet, lo avait biat. Et selon l'hypothèse que voilà, il y a un enfant qui va peut-être survivre, alors il te dit En ha valad poter ad sheyetse le avir haolam. Un enfant n'est considéré progéniture que lorsqu'il va naître, c'est là qu'il pourra libérer la yebama. Un fœtus ne peut pas libérer la yebama. D'ailleurs, c'est la suite. Ve'im tomar, regardez comment c'est beau. Ve'im tomar, ve'aleftav, c'est ve'im tomar. Et si tu vas prétendre, alecha harov nashim, ve'rov nashim vlad ma'alia yaldan, et si tu vas prétendre que nous avons une loi de ce qu'on appelle la loi de la majorité, la Torah nous dit qu'il faut toujours suivre la majorité. Et la majorité des femmes qui sont enceintes accouchent normalement un enfant viable. Qu'est-ce que tu vas me dire que peut-être l'enfant n'est pas viable? Mais attends, c'est pas la majorité. Et de ce fait, si on va d'après la majorité et que l'enfant est viable, alors il y a une progéniture. S'il y a une progéniture, donc pas besoin d'hiboum. S'il n'y a pas besoin de hiboum, pourquoi tu ne libères pas la tsara immédiatement dès que la première s'est avérée enceinte? Réponse, Enavalad poter. La règle de base indiscutable et irréfutable, c'est que, certes, elle a un fœtus dans le ventre, mais ce n'est pas suffisant pour la libérer halachiquement. Halachiquement, elle ne sera libérée que lorsque le bébé va naître concrètement. Donc c'est Rish Lakish, selon sa propre opinion, qui prétend que la bi'at me'oberet, elle est caduque, donc tu ne peux pas dire qu'au titre du hiboum de la première, tu vas libérer la deuxième, en disant de deux choses l'une. Soit il y a une progéniture, soit elle a fait hiboum. Alors libère la deuxième. Il te dit, ni cette raison n'est valable, ni cette raison n'est valable. La bia, tu ne peux pas la considérer hiboum, parce que c'était une bia avec meroberet, et biat meroberet loshma bia. Et le fœtus, tu ne peux pas le considérer libérateur, car la libération de la rivale ne peut avoir lieu qu'après l'accouchement. Amar Rabbi Elazar, Efshar ita leha de Rish Lakish, velo tenan la bematnitin. Est-ce possible qu'un si beau hidouche de Rish Lakish, et d'ailleurs, la halakha elle est comme lui, et on ne va pas trouver une allusion à cela dans les Mishnayot. Il faut bien qu'on retrouve dans nos sources, dans les sources de Mishnayot, une allusion à ce chidouche de Rish Lakish qui a dit que en bi'at ve'en halitzat me'oberet halitzat. Il a dit ni une bi'a avec une me'oberet n'est considérée bi'a, ni halitza avec une me'oberet n'est considérée halitza. Rabbi Elazar pense avoir trouvé dans une des Mishnayot de Masechet Yebamot Daf Kuftet une allusion à cela. D'ailleurs, la Gemara raconte Nafak dak ve'ashkah. Rabbi Elazar est sorti de son confort pour s'investir dans une étude approfondie des Mishnayot et il lui semble avoir trouvé une preuve à Rish Lakish. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Haisha she'alach ba'alah ve'tzaratah limdinatayam. Une femme plutôt un homme qui était marié à deux femmes, et il a voyagé avec l'une d'entre elles outre-mer, et il a laissé une à la maison. Alors, Haïcha, une femme, chez Allah Ba'ala, dont le mari est parti, Vetsarata, avec sa rivale, qui est partie avec son mari, Limdinatayam outre-mer. Ou Ba'ou Ve'amrula, Met Ba'ler. Il y a des témoins qui sont venus lui annoncer la mauvaise nouvelle, comme quoi son mari est mort. Alors maintenant, elle veut refaire sa vie. Quel est le din? Harezu lotinase velotitiabem ad sheteda shema me'oberet itzarata.
cette femme, nous dit la Mishnah, elle restera bloquée. Lotinasé, elle ne peut pas refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, même si elle faisait halitza. C'est comme ça que la Gemara comprend pour l'instant, que même si elle ferait halitza, ça ne servirait à rien. Elle ne peut pas se marier avec un étranger. Vélo titiabem, et d'autre part, elle ne peut pas faire iboum avec le yabam, parce que peut-être que ça, comment elle s'appelle, la rivale, elle est enceinte, et si elle est enceinte et qu'elle donne naissance à un bébé, donc il n'y a pas lieu de hiboum, donc c'est à source ou peine de carette d'aller avec le beau-frère. L'autre, il même, Hacheteda, quand est-ce qu'elle sera libérée pour pouvoir se remarier? Quand elle aura l'information, Shema Me'uberet Itzarata, si la tzara, la rivale, elle est vraiment enceinte. Alors maintenant, regardez l'analyse que fait Rabbi Elazar pour apporter une preuve à Rish Lakish. Bish la matachlotz betor tish'a, betinase betor tish'a lo. Je peux comprendre pourquoi tu ne lui permets pas de faire halitza pendant les 9 mois et de se marier immédiatement. Pourquoi? Parce que haïnou safek. Parce que peut-être que la tzara, elle est me'uberet et qu'elle a un bébé. Donc comment elle va aller se remarier? Nachon. Et donc peut-être que elle est ben kayama. Et alors? Dans ce cas-là, la halitza, comme on l'a déjà dit, c'est quoi qui est poter? Si elle est enceinte d'un ben kayama, c'est quoi qui est poter? C'est pas la grossesse. C'est quoi qui est poter? C'est la naissance, comme on a déjà dit. En avalat poter acheyetsele amira olam. Donc c'est sûr qu'elle doit attendre. Mais la question que je pose est la tahlotz betor tisha betinasele achar tisha. Pourquoi on ne lui permettrait pas de faire la halitza pendant les 9 mois et qu'elle se marie après les 9 mois? Pourquoi est-ce elle a besoin d'attendre indéfiniment jusqu'à ce qu'elle ait une nouvelle? Est-ce que l'autre elle est enceinte ou pas enceinte? Mais qu'est-ce que ça change? Admettons que l'autre est tombée enceinte juste avant la mort du mari. Il n'y a qu'à compter 9 mois et après 9 mois, tout va bien. Et la Vaddaï, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la halitza d'une me'uberet n'est pas une halitza. Voilà pourquoi on ne lui a pas proposé à cette femme de faire halitza immédiatement et de se marier après 9 mois. Pourquoi? Parce que la halitza d'une me'uberet, elle est caduque. Donc voilà une belle preuve pour Rish Lakish. C'est comme ça que Rabbi Elazar était content d'avoir trouvé une preuve à Rish Lakish. Mais la Gemara réfute cette preuve. Elle dit non. Ultamir. Si vraiment tu lui cherches une solution à cette femme par le biais de la halitza, pourquoi tu ne lui dis pas, Madame, attends, après 9 mois, calcule 9 mois depuis la mort de ton mari, 9 mois se sont écoulés, après tu fais halitza et tu te remaries avec un étranger. Pourquoi tu la bloques et tu lui dis, attends, il faut avoir l'info si l'autre est les me'uberet? Et là, forcément, si on n'a pas proposé cela, c'est qu'il y a là-bas un petit problème. C'est quoi le hic? Et la Barmina de Hahi n'apporte aucune preuve de cette Mishnah. Kede Abaye bar Abba, Verav Hinena bar Abaye, de Amre Tarvaïhu, Abaye bar Abba. Et Rav Hinena, fils de Abaye, le Abaye classique, de Amre Tarvaïhu, les deux ont dit quoi? Shema Yehe Valad ben Kayama, Venimtsa ata matzricha karuz la kehuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais tu lui dis, allez, fais, après 9 mois, fais halitza, d'accord? Et va te remarier. Très bien. Mais cette femme-là, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Non. Et voilà que finalement, il s'est avéré que la tzara, elle était me'uberet. Quand la tzara elle est me'uberet et qu'elle a donné naissance à un bébé, il savait rétroactivement qu'il n'y avait même pas lieu de faire iboum ni halitza. Ça veut dire que la halitza qu'elle a faite, c'est une halitza qui compte pour du beurre. Parce qu'elle n'avait pas lieu d'être. Vu que le mari mort, il a laissé un enfant. Il a laissé une femme enceinte avec un enfant. Donc on n'est plus dans un contexte de hiboum. Si on n'est pas dans un contexte de hiboum, la halitza qu'elle a faite n'a pas une valeur de halitza. Si elle n'a pas un statut de halutza, donc elle pourrait se marier avec un Kohen. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire halitza après les 9 mois
elle a fait le calcul depuis la mort. Comment tu proposes? Allez, vas-y, calcule. 9 mois, vas-y, fais Halitza. C'est bien beau. Elle va faire Halitza. Et après la Halitza, on entend que la rivale était enceinte, qu'il y a eu un bébé viable. Maintenant, elle va dire, Rabotai, j'ai une proposition de Shidour. Ah bon? Mazal Tov, c'est qui? Monsieur Cohen. Monsieur Cohen? Oivai. Meti Halitza? Ah oui, mais cette Halitza n'avait pas de statut de Halitza. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle karoz. C'est quoi karoz? Et machriz, publication, une proclamation haut et fort, au micro, dans toutes les rues de la ville. Moraï Verabotai, ne croyez pas que si cette dame se marie avec un Kohen, elle a commis une avera. Sachez elle n'est pas Haloutza. Elle n'est pas Haloutza parce qu'elle avait fait une Halitza par erreur. Elle ne savait pas que la rivale était enceinte et qu'elle a donné naissance à un bébé. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'elle fasse les choses à la va-vite. Tu comptes 9 mois, Halitza et tout va bien. Non. Alors la Gemara pose la question, elle dit quel est le problème? Velitzrecha, quel est le problème? Tu prends le micro et tu passes dans les rues de la capitale, et tu le fais, tu dis, Rabotai, c'était une Halitza par erreur, elle a le droit d'épouser le Kohen. La Gemara répond, Dilma, Ika inish de have be Halitza velo have be achraza. Ve'atel memar kachar et Halitza la Kohen. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui était là au moment où il a vu la Halitza. Il était au Beddin, ils ont fait Halitza, ils l'ont appelé Bet Haloutza Na'al. Tout était bien fait. Ensuite, ce monsieur a voyagé, il est parti en vacances. Il a pris 2 semaines de vacances. Juste pendant les 2 semaines, c'est là où les micros sont passés dans les ruelles de la ville. Et puis après ça, lui n'a pas entendu que cette Halitza était une Halitza par erreur. Un jour, il va. On lui dit un mariage. Tu veux venir? Il voit c'est qui? Monsieur Cohen avec la Haloutza. Et c'est qui en plus qui célèbre là-bas le mariage? Des grands rabbinim comme ça. Oh, il va avoy, Kacharou, Haloutza, les Cohen. Lui, il n'a pas entendu la Chaza. Alors c'est pour ça qu'Agmar a dit, on ne joue pas avec ça. Attends, madame. Attends. Essaye de mener l'enquête pour savoir si ta rivale a eu un bébé. Parce que si ta rivale a eu un bébé, tu n'as même pas besoin de Halitza. Tu pourrais épouser un Cohen tranquillement. Qu'est-ce que tu vas aller faire maintenant? Des choses à la va-vite, hâtivement, et après tu vas regretter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu ne pourras pas te marier avec M. Cohen. Tu auras un bon shidour. Pourquoi pas? Et si on fait un carouse en disant que c'était une Halitza par erreur, eh bien on te dit, oui, on ne peut pas s'amuser à ça parce que Ika, B, comment il a dit? Il se peut, comment il a dit la Gemara? Dilma, Ika inish, de ave behalitza, velo ave bachraza, ve'atel memar, kachare halutza leko. Amar le Abaye. Abaye dit, Mide lo tachlotz velo titiabem katane. Bichlal, Abaye dit, la preuve de Rabbi Elazar, elle tombe à l'eau. Pourquoi? Tout a été basé sur le lotinacé. Et comment Rabbi Elazar a compris lotinacé? Elle ne peut pas aller se remarier, même pas avec Halitza. Et pourquoi elle ne peut pas faire Halitza et se remarier? Parce que Halitza t'me'oberet, lo Halitza. Amar le Abaye, mide lo tachlotz velo titiabem katane, lotinase velo titiabem katane, velo Halitza. Avali Halitza, achanami de sharia. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye lui dit, ma pitom, toi tu crois que Lotinacé, ça veut dire Lotinacé afilou behalitza? Mais non. Lotinacé, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'aller se remarier sans faire halitza. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une yébama. Peut-être que sa rivale n'est pas enceinte. Et donc, elle est yébama. Elle peut pas se remarier sans hiboum, sans halitza. Alors, c'est ça ce qu'on veut dire. Behemet, elle aurait pu compter 9 mois. C'est-à-dire, elle peut faire Halitza tout de suite. Elle peut faire Halitza tout de suite. Et se marier après, à la fin des 9 mois. Et donc, on n'a aucune preuve pour Rish Lakish, pour dire que Halitza Me'oberet, lo havia Halitza.
Mais malgré tout, la Gemara dit que c'est Rish Lakish qui a raison, et ça va faire partie des trois exceptions du chasse. Dans le chasse, on a plusieurs mahloktot entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. En général, la halakha est comme Rabbi Yohanan. Sauf trois exceptions, où la halakha est comme Rish Lakish, dont voici l'une des trois exceptions. Tanya Kavate de Rish Lakish, HaHoletz lim'uberet ve'ipila, tzricha halitza mina ahin. En effet, celui qui a fait une halitza avec une femme enceinte, même si à la fin, elle a avorté, elle a fait une fausse couche, et donc tu vas dire, donc depuis le début, elle était apte au hiboum. Si elle était apte au hiboum, donc la halitza qu'elle a faite, elle devrait être valide. Malgré tout, nous dit un Rish Lakish, étant donné qu'au moment où elle a fait cette halitza, elle était merouberet, halitzat merouberet, ena halitza, contrairement à Rabbi Yohanan qui a dit que si à la fin, elle a fait une fausse couche, rétroactivement, il s'avère qu'en fait, elle était enceinte de rien du tout. Si Eliyahu Hanavi nous avait dit que cette femme-là, elle va faire une fausse couche, donc j'aurais dit, elle n'est même pas enceinte. Ça marche pas. Et donc la halitza serait valable. La rétroactivité ne marche pas, nous dit Rish Lakish, et la halakha, elle est comme lui. Et on va terminer avec cette phrase. Amarava, ilcheta kavate de Rish Lakish, behanet lat, hada hade amran, ve'idar ditnan. C'est-à-dire qu'en effet, Be'ezrat Hashem, dans le Hamoud Bet, on va étudier la suite, c'est-à-dire quels sont les deux autres mahlokot que nous avons entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish, et malgré tout la halakha est comme Rish Lakish.